Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et oui, nous sommes à 2 jours à peine, même pas 2 jours, 36 heures avant le début des élections législatives de 2024 suite à la dissolution un peu irrationnelle, si vous voulez mon avis, de l'Assemblée nationale qui va remanier le nombre, enfin la qualité des députés au nombre de 577 dans notre Assemblée nationale au sein de notre parlement, au sein de notre chambre basse. Et justement, là, actuellement, je suis en Lorraine avec Yanis Morio, que vous connaissez bien, puisque Yanis Morio est membre du bureau politique du Parti de la France. Bonsoir Yanis, comment allez-vous? Bien, bonsoir. Oui, comme l'a rappelé Alexandre, je suis effectivement en déplacement politique en Lorraine en ce moment pour soutenir la campagne de Pierre-Nicolas Nupes dans la cinquième circonscription de la Meurthe-et-Moselle, qui correspond notamment à Toul, et puis aussi à de charmants endroits comme Arouet, comme Neuve-Maison, des endroits que notre autre invité Jonathan Sturel connaît très bien, puisque c'est sa patrie charnelle de Lorraine. Et oui, tout à fait, je suis aussi avec Jonathan Sturel ce soir, directeur de la délégation des siècles. Je vous invite à faire un tour sur son site internet. Bonsoir Jonathan, comment allez-vous? Ah bien, bonsoir cher Alexandre et bonsoir cher Yanis, je vais bien, et la situation politique de la France actuellement, fait en sorte que les gens comme nous sont obligés d'aller plutôt bien en ce moment. On ne présume pas du résultat de dimanche et encore moins de celui de dimanche prochain, mais on s'attend quand même à ce que les résultats donnent quelque chose qui va secouer un petit peu les chaumières et c'est quelque chose que l'on attendait depuis un certain temps. Et dans un autre registre qui n'a rien à voir, je crois que lorsque l'hôte d'un salon Telegram, enregistre, je suis notifié du fait que c'est en train d'être enregistré, mais là, je crois que ça ne l'est pas. Si, normalement, il y a le petit point rouge qui est inscrit à côté du titre de l'émission, indiquant Ah, que ça ça n'est que enregistre. Normalement, vous avez d'accord, bah, si oui, bah, si c'est ça, alors je l'ai en effet. Bah, non, je pensais que vous aviez peut-être oublié de le faire, donc en fait, tout va bien. tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que nous sommes dans l'urgence, dans l'inorganisation, excusez-moi, comme je pense beaucoup De parti, bah, oui. de gens, parce que là, quand même, l'Assemblée nationale a été annoncée il y a quoi? Il y a 2 semaines, sa dissolution, et là, la candidature arrive dans 2 jours, donc c'est vrai que tout s'est fait à la va-vite, mais on essaie de faire les choses correctement néanmoins. Et sauf erreur de ma part, normalement, l'émission est en cours d'enregistrement, et cela est indiqué par le petit point rouge. Mais ça peut m'arriver un jour d'oublier, donc vous faites bien d'être prudent. Prudence est mère de sûreté. Et oui, vous l'avez dit, vous-même, Jonathan Sturel, il y a plein de raisons d'être content en tant que nationaliste et encore plus nous, en tant que parti de la France, en l'occurrence avec Alice, parce que, on avait annoncé la semaine dernière dans notre émission que nous nous présentions à, bah, justement à la À circonscription, Toul. à la cinquième circonscription pour être exact de Meurthe-et-Moselle avec, Pierre-Nicolas Nupes et en l'occurrence sa candidature a fait parler. Je pense même que c'est sa candidature qui a fait le plus parler de toutes les candidatures, que ce soit RN, Reconquête ou n'importe même tous en fait, toutes les Tous. candidatures réunies, ne sont pas arrivées à l'échelle, je pense même de la candidature de Pierre-Nicolas Nupes et notamment pourquoi ça a fait réagir? À cause d'une fameuse affiche: «Donnons un avenir aux enfants blancs». C'est une affiche que je pense que vous avez vue, monsieur Sturel, je suppose? Pardon, oui, bien sûr, j'ai vu l'affiche et j'ai vu aussi la polémique que l'affiche, enfin, les diverses polémiques que cette affiche levait sur son passage. Donc, j'imagine que c'est, dans un premier temps, bénéfique à votre parti, mais j'espère que ça ne va pas vous attirer des ennuis judiciaires, et enfin, quand bien même ça vous en attirerait, est-ce que c'est si grave que ça, d'ailleurs? Justement, j'aimerais vous poser cette question, mon cher, Jonathan Sturel. Est-ce que vous comprenez cette polémique nationale, voire, on en parlera peut-être un peu après, mais Mondial. internationale, mondiale? Effectivement, parce que, il y en a une dizaine de pays, j'ai répertorié une dizaine de pays qui en a parlé sur les médias, nationaux, sur leurs médias à eux. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Pourquoi est-ce que ça choque aujourd'hui de vouloir donner un avenir aux enfants blancs? Alors, ça ne m'étonne pas que cette polémique ait lieu pour la raison simple que ça fait un certain nombre d'années que nous autres, dans nos milieux, nous sommes un peu plus lucides sur les questions, identitaires que les autres et nous avons compris à ce titre depuis longtemps que ce que l'on appelle l'antiracisme, qu'il soit militant, institutionnel, politique, est en réalité le nom de code pour racisme anti-blanc puisque la seule communauté raciale qui n'a pas le droit de se plaindre du racisme qu'elle subit, c'est la communauté des blancs. Et la seule communauté qui n'a pas le droit de revendiquer d'être ce qu'elle est, ce sont encore les blancs. Donc si quelqu'un s'amuse à faire quelque chose, qui relève de la revendication identitaire, blanche, c'est évident que ça va lever un certain nombre de boucliers
bouclier et c'est évident que ça va le faire d'autant plus maintenant en période électorale où, le complexe médiatico-politique est à la recherche du moindre prétexte, de la moindre petite, excuse pour lever une polémique dans le but évidemment d'entacher d'une manière générale et large ce qu'ils appellent l'extrême droite et par ricochet de viser plus précisément et plus nommément le Rassemblement national, même si il n'y a pas de lien, institutionnel entre le PDF et le RN et que d'ailleurs le RN, si on sollicitait ton avis sur cette affiche, malheureusement le RN condamnerait cette affiche, mais enfin, pour les médias, tout ce qui se rapproche, enfin tout ce qui est à la droite de François Bayrou appartient à l'extrême droite et donc je ne suis pas étonné que les médias se soient emparés de cette affiche et qu'ils en aient, conclu qu'elle était la preuve que le racisme était en train de se libérer en France. Moi, cette affiche ne me choque pas, et elle me choque pas pourquoi? C'est qu'en fait, depuis Black Lives Matter, mais même depuis bien avant, la revendication identitaire est totalement assumée par à peu près tout le monde aujourd'hui et quand je dis la revendication identitaire, c'est la revendication identitaire sur une base rigoureusement raciale. C'est-à-dire que les noirs revendiquent le fait d'être noirs et réclament que cela leur permette d'obtenir des droits de visibilité plus importants et il en est de même pour toutes les communautés. La seule qui est privée de ce droit, c'est nous. Donc ça ne m'étonne pas que ça soulève ce genre de polémique et je déplore que ça les soulève, mais ça ne m'étonne pas que ça les soulève. Surtout en période électorale où les tensions sont vives, où les humeurs sont à fleur de peau et où la malhonnêteté des uns et des autres est à son comble. Nous avons des adversaires qui sont habitués à la malhonnêteté intellectuelle de tout temps. Mais alors en période électorale, ils sont d'autant plus libérés, désinhibés de cette malhonnêteté et on sait très bien que lorsqu'ils condamnent cette affiche, c'est pour condamner par ricochet la droite nationale, l'extrême droite et donc d'atteindre la cible du RN pour le fragiliser, pour permettre à des journalistes, lorsqu'ils sont en face d'un candidat RN voire de Jordan Bardella, de dire: «Eh monsieur Bardella, est-ce que vous avez vu cette affiche de Jean? Qu'est-ce que vous en pensez?» pour obliger Jordan Bardella à condamner cette affiche et ce faisant, à se couper d'une certaine base identitaire de droite puisque on divise pour mieux régner et ce que les médias cherchent à faire en lançant des petites polémiques contre le RN depuis quelques semaines, c'est d'obliger le RN à condamner des gens, à condamner des idées, à condamner des initiatives pour, démoraliser la base du RN qui elle, est totalement favorable à tout ce dont on parle. Petit exemple, il y a un député sortant, bon un député du RN qui a dit qu'effectivement c'était pas normal que certains postes soient octroyés à des gens qui sont des binationaux, c'est-à-dire des gens qui sont liés à des nations étrangères par leur carte d'identité, par leur carte d'identité et notamment, les postes qui ne devraient pas pouvoir être, proposés à des binationaux. Ce sont des postes très sensibles, du renseignement, et cetera, mais aussi des postes de ministres. Ça me paraît quand même relativement évident et ce député RN n'a fait que rappeler cette évidence et ce matin sur CNews, à moins que ce soit hier matin, mais je crois que c'était plutôt ce matin, Marine Le Pen a donc été forcément branchée sur ce sujet-là. «Ah, ce député a dit que machin» et Marine Le Pen fidèle à ses habitudes maintenant, bah, a dénoncé le positionnement de son propre député et a laissé entendre qu'à l'issue des élections, il y aurait probablement des sanctions qui seraient prises contre lui, ce qui me paraît complètement aberrant. Donc voilà, le jeu des médias. Voilà le jeu des médias, c'est d'obliger le RN, c'est de l'obliger par la pression médiatique et par la pression de l'appareil, obliger le RN à abandonner les uns après les autres les points qui faisaient sa doctrine historique et sa doctrine originelle, pour que les gens qui votent RN finissent par se dire: «Mais en fait RN, Macron, quelle différence finalement?» puisque Marine Le Pen, ça borde tout. Voilà, donc nous sommes conscients que les médias sont en train de jeter des pots de banane sous les pieds des candidats du Rassemblement national. Nous ne sommes pas surpris que le Rassemblement national passe son temps à essayer de se dédouaner sur tous ces sujets-là, mais nous sommes en campagne et nous voulons la victoire du RN pour des raisons que nous allons expliciter dans les minutes qui suivent. Donc ce que je dis là, qui est très critique à l'égard de Marine Le Pen, je le dis parce qu'on est entre nous et je ne le dirai pas par contre dans les discussions que j'ai tous les jours avec, les gens du quotidien que j'essaye de convaincre de la nécessité d'aller voter. C'est pourquoi je pense que nous sommes imp il y a une certaine nécessité qui a cours en ce moment, c'est, hem, la non-agression dans l'espace public du RN par les gens comme nous. Lorsque le RN gagnera cette élection ou lorsqu'elle il ne le gagnera pas, on rappellera au RN avoir fait les efforts pour se dédiaboliser, c'est une chose, c'est bien, ça a permis de débloquer un certain nombre de situations, mais que la direction du RN se souvienne que les électeurs, c'est nous et ce ne seront jamais
les journalistes de France Inter, donc c'est à nous qu'il faut donner des gages et pas aux journalistes. Désolé, c'est un peu long. Ouais, pas de souci, de toute façon, vous savez que Jonathan Sturel, quand on vous invite, c'est justement pour que vous puissiez prendre votre parole autant de temps que vous le souhaitez. Il y a pas de temps de parole ou je ne sais quoi, les choses que je peux connaître en ce moment avec mon candidat, Pierre-Nicolas On n'est Lux. pas sur FR3 ici. Voilà, tout à fait. Et justement, oui, il n'y a pas que le Rassemblement national qui se couvre de honte pendant cet événement, il y a aussi Reconquête, puisque nous avons vu que le maire de Neuf-Maisons avait porté plainte, ainsi qu'à l'ICRA d'ailleurs, contre notre affiche «Donnons un avenir aux enfants blancs». Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la responsable, comment elle s'appelle déjà? Lucie Georges. Lucie Georges, tout à fait. Lucie Georges, la responsable de Reconquête 54, donc Meurthe-et-Moselle, qui a apporté son soutien au maire contre nous. Une petite réaction peut-être Yanis par rapport à ça? Eh bien, comme disent les jeunes, choqués, déçus. C'est franchement, on n'avait pas besoin de cette polémique, de vouloir se donner du grain à moudre, pour, dire: «Regardez comme je suis bien pensante», se dédiaboliser. Bon, bah, s'ils sont en train de faire comme, Marine, c'est pas la peine, surtout que le maire, en fait, en vérité, bon, bah, ça n'a choqué personne, dans sa commune. On nous a dit: «Vous avez fait ça à côté d'une école, c'est honteux». Alors les gamins n'ont pas spécialement compris, ce qui était dessus. Les parents d'élèves, personne ne s'en est plaint. Les électeurs locaux, si vraiment ça les avait choqués, ils auraient, gribouillé, voire arraché l'affiche. Là, ça n'a dérangé que monsieur le maire qui a peur pour la perte de son écharpe, qui voit qu'il y a un électorat qui est en train de monter et que ce n'est pas des gens qui vont voter pour lui. Et que s'il continue comme ça, d'ailleurs ça va certainement se finir comme ça, nous allons lui mettre quelqu'un dans les pattes pour prendre la mairie de Neuve-Maisons prochainement. Oui, tout à fait. Moi, oui, je n'ai pas été déçu, effectivement, que par le RN. J'ai été déçu par la Reconquête, quand même, ça. La responsable qui apporte son soutien au maire. C'est quand même un message très fort. Reconquête, qui est censée être la droite non reniée, puisqu'elle se compare, Reconquête se compare au Rassemblement national, et qui dit que Reconquête est une droite un peu plus radicale et qui surtout ne veut pas se galvauder, qui ne veut pas faire un stratégie de dédiabolisation, qui soutient le maire de Neuve-Maisons parce que donnons un avenir aux enfants blancs. Une affiche qui n'est pas du tout choquante, c'est une affiche qui est positive. Et d'ailleurs, vous avez dû, enfin, je sais pas si vous suivez les médias locaux, etc., mais j'avais dit sur Lorraine Actu, je crois, que, parce qu'on m'avait posé la question, on m'a dit: «Monsieur Inger, il est évident pourtant qu'un blond aux yeux bleus, ça rappelle les nazis». Ah bon? Un blond aux yeux bleus, ça rappelle les nazis? Donc c'est-à-dire que quand vous voyez un maghrébin, vous voyez forcément un terroriste? Parce que si quand vous voyez un blond aux yeux bleus, vous voyez forcément un nazi, c'est aussi stupide que de dire: «Ah bah, je vois un barbu marron, donc c'est un terroriste». Non mais on est à ce niveau-là des raisonnements, quoi. Et j'ai, ouais, été effectivement très déçu de voir que Reconquête quand même Fédération 54, donc c'est quand même c'est une institution qui est une fédération officielle, hein, c'est Oui. pas c'est une responsable officielle de Reconquête, hein, qui soutient le maire, face à mon affiche, face à l'affiche que mon adjoint a fait. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça absolument terrible. J'étais extrêmement déçu. Mais bon, globalement, sur le message «Donnons un avenir aux enfants blancs», moi, je le dis, c'est un message très positif, un peu comme Black Lives Matter quelque part, où les personnes défendent, un certain type de communauté. Bon, bah, nous, on défend un autre type de la communauté qui est la communauté blanche, qui est de plus en plus menacée, qui est de plus en plus, je vais pas dire en voie de disparition, mais pas loin, hein, quand même, on est quand même sur le déclin. Ça peut arriver. Bah, effectivement. Donc vous, Jonathan Sturel, vous ne voyez aucun problème avec le message «Donnons un avenir aux enfants blancs»? Non, je vois pas de problème avec ça, non. Non, non, enfin, non, pas du tout. Oui, j'ai effectivement peut-être oublié de préciser la plainte, alors moi, c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait une plainte déposée contre la fille, je me suis dit: «Mais attends, c'est quoi le chef d'accusation?» Alors, le chef d'accusation, c'est quoi? C'est incitation à la haine et discrimination. Bah, non, enfin, on n'incite pas à tuer les non-blancs et discrimination par rapport à quoi? Discrimination, c'est quand on choisit une communauté par rapport à une autre. Discrimination par rapport à quoi? C'est une affiche. C'est une affiche qui dit qu'il faut donner un avenir aux enfants blancs, c'est une affiche qui a été créée dans le contexte où Thomas avait été tué, je rappelle, et où on expliquait justement qu'il y avait 130 attaques au couteau par jour, et que les blancs étaient majoritairement, visés par ces attaques. C'était, oui, effectivement, un contexte où les blancs étaient de plus en plus persécutés. Et on a eu, je crois, une fille qui a été il y a 2 semaines, je crois, une fille juive qui avait été violée et torturée, par des musulmans parce qu'elle n'est pas musulmane. Donc moi, ça m'écoeure un petit peu, de voir qu'un message positif peut être autant galvaudé et autant, tomber dans l'attaque des médias qui visiblement, ont choisi leur camp entre les enfants blancs et ceux qui ne veulent pas d'avenir pour les enfants blancs. D'ailleurs, on avait eu, Pierre Nicolas Nupes qui avait révélé que, cet enfant blanc avait été inspiré d'un portrait de son père.
C'est même son père d'ailleurs. C'est même son père qui était petit, voilà. C'est par rapport à une photo de son père qui a été recréée par l'IA. Voilà, c'est ça. Et que en plus c'était un fils de déporté, on rappelle, En parce que plus. la grand-mère de Pierre Nicolas Niepce était une Slave qui avait été mise dans un camp de concentration, puisqu'on rappelle qu'au-delà des Juifs, les nazis n'aimaient pas les Slaves. Ils les détestaient autant que les Juifs. Et les Slaves étaient tout aussi bien enfermés dans les camps de concentration. Donc c'est un petit peu fort ensuite d'attaquer la fiche de nazisme. C'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Enfin bref. Passons au sujet, suivant. On a assez parlé sur celui-ci. Oui, alors pour la petite anecdote, moi je découvre les joies quelque part d'une campagne électorale locale. Il me faut quand même que je dise 2 mots là-dessus. C'est par rapport, au débat qu'il y avait eu avec les autres candidats sur, Radio Déclic. Moi j'avais fait partie du public, on était quoi? On était 6 membres du PDF, membres du Parti de la France à faire partie du public. Alors ouais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça formidable quand même que, il y avait les autres candidats qui étaient totalement à côté de la plaque, qui étaient totalement dans la lune. On avait la candidate Lutte ouvrière, qui voulait supprimer le budget de l'armée. Voilà. Je lui ai demandé, par conséquent, parce que le public a le droit de poser des questions, donc je lui ai demandé: «Mais comment est-ce qu'on préserve la paix sans argent?» Et elle m'a répondu que les gens préféraient aller en vacances que de préserver, notre pays par l'armée. D'accord, super intéressant. On avait aussi un gars qui nous expliquait, qu'il n'était pas concerné par la question de l'avortement parce qu'il avait pas de copine et du coup il avait pas réfléchi à la question. Et on avait Dominique Potier, donc le député sortant, qui faisait du Dominique Potier, c'est-à-dire, qui était très lisse, qui parlait sans forcément dire grand-chose, et on comprenait bien par contre que c'était un socialiste poussé à l'extrême. Donc j'ai découvert les joies des élections locales. Je peux dire que le niveau ne tombe pas haut. Donc vous, si j'ai bien compris, Jonathan Sturel, votre message d'espoir en introduction montre qu'il y a une forme de dynamisme de la part de l'électorat pour le Rassemblement national, et quand on vous dit que Jordan Bardella pourrait être Premier ministre en cas de majorité absolue, vous y croyez. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre espoir concernant les élections législatives qui se dérouleront dans une semaine? Déjà, la première chose qu'il faudrait rappeler, pour répondre à cette question, c'est que les élections qui ont eu lieu le 9 juin, c'est-à-dire les élections européennes, ont infligé un camouflet retentissant et cinglant à ceux qui, dans nos milieux notamment malheureusement, cultivent depuis un certain nombre d'années l'abstentionnisme comme une posture et comme une pose politique. Des gens qui se sont convaincus d'être des génies métapoliticiens capables d'évoluer dans les hautes sphères de l'intellect et convaincus que cette hauteur de vue leur imposait de bouder les élections qui étaient en réalité réservées pour la plèbe et pour les ignorants. Dans nos milieux, beaucoup de gens ont cultivé ce genre d'idées et jusqu'à récemment, beaucoup de gens exprimaient publiquement leur intention de ne pas voter et revendiquaient le fait d'être des abstentionnistes, en prétendant que les élections de toute façon ne changeraient jamais rien. Eh bien, les conséquences imposées par le résultat d'élections européennes du 9 juin imposent un camouflet cinglant à ces gens qui prétendent que les élections ne servent à rien, puisque l'enchaînement des situations qui a lieu depuis cette élection, heu, démontre que voter sert à quelque chose. Moi, je n'ai jamais cru qu'une élection allait sauver la France du jour au lendemain et je crois que personne, ayant, un peu de lucidité politique ne s'imagine qu'il suffit d'aller voter à une élection, quand bien même ce serait l'élection présidentielle, pour que demain la France soit libérée de tous les maux qui la font souffrir et qu'enfin l'avenir radieux s'ouvrira sur nous. Une élection, ça n'a jamais été dans mon esprit, dans l'esprit, je pense, des beaucoup de gens raisonnables, qu'une étape. Une étape en direction d'un objectif. Cet objectif, pour nous, est très lointain, parce que nous partons vraiment de très loin. Nous partons de 20, 30, 40 ans de diabolisation infernale. Chaque fois que nous avons levé le petit doigt pour exprimer une idée, nous avons été, tabassés par l'appareil médiatico-politique et même par la justice, puisque les gens qui gouvernent ce pays depuis un certain nombre de décennies ont fait en sorte que nos idées, soient transformées en délits. Ce qui fait que lorsqu'on les exprime, on s'expose à un certain nombre de conséquences, y compris des conséquences judiciaires. Voilà dans quoi nous avons baigné ces dernières décennies, dans l'impossibilité manifeste non seulement de nous organiser politiquement, mais même dans l'impossibilité manifeste de simplement exprimer nos idées sur la voie publique. Donc nous revenons vraiment de très, très loin. D'autant qu'en face de ça, les forces de gauche, et j'inclus, ce qu'était l'UMP, ce que sont aujourd'hui les Républicains reniés et cetera, eux avaient toute l'attitude pour promouvoir leurs idées à grande échelle. Le monde médiatique est totalement acquis aux idéologies, de gauche et cetera. Donc nous avons été largement et considérablement et dramatiquement défavorisés pendant des dizaines d'années. Donc lorsque l'on vient d'aussi loin, lorsque l'on ressort
Seulement aujourd'hui, d'une fosse aussi profonde, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une seule élection soit capable de modifier complètement le sens de l'histoire. Donc, une élection, c'est une étape vers un horizon et un objectif que nous nous fixons. Je suis allé voter aux élections européennes parce que j'avais senti, comme beaucoup d'autres, que le RN était susceptible de faire un gros score, voire un très gros score, que la Macronie était susceptible de faire un score ridicule et que l'association dans un même scrutin d'un très haut score du RN et d'un très petit score de la Macronie, était porteur en germe d'un certain nombre de conséquences bien heureuses. Et il s'avère que c'est ce qui s'est passé puisque ça a été jusqu'à provoquer la dissolution par Emmanuel Macron, une décision qui a été incomprise, y compris par le cercle très restreint autour d'Emmanuel Macron. Et on a bien vu la façon qu'ont eu les forces politiques de se réorganiser ou de tenter de se réorganiser depuis l'annonce de la dissolution, a complètement chamboulé le paysage politique, français et beaucoup de choses sont en train d'être clarifiées. Donc je compte sur l'élection qui arrive, le premier tour puis le deuxième, pour continuer de nous permettre d'avancer en direction de notre objectif. En ayant en tête que quand bien même le Rassemblement national dégagerait une majorité absolue dans ces législatives, quand bien même Jordan Bardella serait le Premier ministre dans quelques semaines et ce jusqu'en 2027 et quand bien même Marine Le Pen serait élue présidente de la République en 2027, aucune de ces étapes ne serait l'étape définitive telle que j'envisage la suite des événements. Mais chacune de ces étapes serait un pas de plus en direction d'une situation qui pourrait commencer, à terme, à nous devenir favorable. Donc il ne faut pas aller voter en se disant: «Le RN va nous sauver», parce que ce n'est pas le cas. Il ne faut pas renoncer à aller voter en se disant: «Le RN ne fera rien». Il faut aller voter en ayant conscience que le RN ne fera pas grand-chose, mais le peu que le RN fera permettra en tout cas de mettre un énorme et un important coup de frein dans la folie et la surenchère de nos adversaires. Car malgré tout, le RN, contrairement à ce que disent les gens qui vont vite en besogne, ce n'est quand même pas la même chose que Macron, ce n'est quand même pas la même chose que le système. Il y a un certain nombre des mots qui sont en train de pulluler sur la surface de la France, wokisme par exemple, immigrationnisme forcené évidemment, laxisme judiciaire, et cetera. Ce sont des choses qu'il faut freiner. Nous, nous aimerions les arrêter, ces choses-là. On ne les arrêtera pas en une élection et on ne les arrêtera pas du jour au lendemain. Mais le RN peut avoir au moins un rôle, une fonction, c'est de freiner un certain nombre des folies qui conduisent la France dans le précipice. Donc nous allons évidemment aller voter dans l'espoir que cette élection continue de porter les fruits que l'élection européenne a commencé de porter. C'est-à-dire que nous avons un objectif, c'est de provoquer un accident politique. Ce que j'appelle un accident politique, c'est la survenue d'événements qui n'étaient pas prévus a priori par le mode de scrutin en question. Soit quelque chose d'historique accidentel va se produire immédiatement à l'issue de l'élection, soit cela se produira dans plusieurs autres étapes par effet domino, dont la première étape, l'étape qui aura enclenché cet effet domino, sera cette élection. Donc, on ne vote pas avec l'illusion naïve et ridicule que Jordan Bardella est le grand messie dont nous avons besoin et qu'il est l'homme providentiel. C'est évident que non, c'est évident que non, même si je pense que Jordan Bardella est amené dans les années qui viennent à se droitiser, puisque lui, il est à la tête d'un RN largement normalisé et dédiabolisé par Marine Le Pen. Donc ce que Marine Le Pen a fait, c'est qu'elle a pris le parti à une époque où il était très à droite pour le recentrer. Maintenant, le destin devant l'histoire, j'ose le dire, de Jordan Bardella, c'est de récupérer un parti qui a été largement normalisé pour le ramener à droite et je n'ai aucune confiance dans la capacité de Marine Le Pen de ramener le parti à droite. Par contre, je crois qu'avec le bon entourage, qu'avec une série d'événements favorables, qu'avec un bon contexte, Jordan Bardella est tout à fait capable, lui, d'engager un processus qui va permettre au Rassemblement national de se resituer sur un certain nombre de ses fondements historiques. Donc voilà, je me suis encore un peu j'ai pris le temps d'expliquer ce que je voulais dire. On ne croit pas en l'élection miraculeuse, mais on ne croit pas non plus qu'en restant chez soi le jour du vote, on va changer grand-chose. Le choix du Front national, pardon, le choix du Rassemblement national est un choix imparfait, mais c'est en l'état actuel de l'échiquier politique, en l'état actuel de la configuration qui est celle de la France, c'est la seule carte immédiate, crédible que l'on puisse jouer. L'autre issue possible, c'est le grand soir. C'est pas demain la veille. Ça n'arrivera pas, pas en ce moment, pas comme ça. Donc la seule carte qui nous reste, c'est d'essayer de débloquer la situation étape par étape.
l'élection de dimanche sera l'une des étapes que nous allons soutenir en vue d'atteindre à terme un objectif un peu plus sérieux que ce que le Front décidément, que ce que le Rassemblement national a à nous proposer. Donc je pense que j'ai été assez compréhensible sur ce que je viens de dire. Et puis pour répondre à votre question et ce que je crois dans les chances de victoire du Rassemblement national dans cette élection, bien malin celui qui pourrait nous dire quelle sera la composition de l'assemblée à l'issue, du 2e tour. De toute évidence, une dynamique est très, très largement en faveur du Rassemblement national, à des niveaux qu'on ne pouvait même pas espérer. Ce qui se passe est absolument incroyable. Les intentions de vote donnent un Rassemblement national au double de ce qu'il a fait il y a 2 ans. Est-ce que vous avez dans l'histoire de France, dans l'histoire des élections en France, un autre exemple d'un parti qui, en 2 ans, sur une élection similaire, fait x2 sur son score, qui était déjà important? Je crois qu'on assiste à des événements qui sont inouïs et c'est ce que j'attendais de l'élection, européenne qui, franchement, était une élection qui ne payait pas de mine, a priori. On disait l'élection européenne, presque secondaire, qui n'intéressait pas beaucoup les gens, de laquelle il n'y avait pas grand-chose à attendre. Bon, bah, on a bien vu qu'en fait, cette élection a servi en même temps de référendum anti-Macron, a été largement nationalisée, et donc nous avons et nous n'avons pas beaucoup l'occasion de le dire depuis un certain nombre d'années, mais nous avons, nous, le camp national, réussi le pari qui consistait à transformer les élections européennes en référendum anti-Macron et à nationaliser les enjeux de l'élection européenne. Pour moi, c'est carton plein sur, ce scrutin et emportés par la dynamique qui est la nôtre, nous allons poursuivre notre stratégie et nous allons continuer de dénoncer avec virulence les gens qui, dans nos milieux, continuent d'entretenir l'abstentionnisme comme posture politique. Je pense à un certain nombre de personnes, je ne vais pas citer de nom, mais il y a un certain nombre de personnes qui, grand prince, s'imagine que c'est, beaucoup plus, intéressant de rester chez soi ou d'aller à la pêche le jour du vote, alors que nous avons la démonstration depuis le 9 juin et cette démonstration est éclatante et plus personne ne pourra en contester les effets qu'une élection, même secondaire en apparence, comme l'élection européenne, est susceptible d'enclencher un enchevêtrement de situations capable d'aboutir à l'élection de Jordan Bardella au poste de Premier ministre, ce qui est, lorsqu'on y pense bien, lorsque l'on se pose 5 minutes pour envisager la situation, c'est inouï. Ce qui nous arrive, c'est presque un don du ciel, c'est inouï. C'est pas parfait, mais c'est inouï. Aucun d'entre nous, y compris le plus optimiste, ne pouvait s'imaginer que ce qui est en train d'arriver arriverait. Et pourtant, c'est en train d'arriver, donc on va continuer de pousser dans cette direction. Effectivement, merci beaucoup Jonathan Sturel pour votre réponse. J'aurais justement une question, complémentaire à tout ce que vous venez de dire par rapport au Rassemblement national et ce vote qui ne sera pas naïf. Mais avant ça, j'aurais quand même posé une question relativement similaire à Yanis Morio. On a vu on a vu les sondages, on a vu plein de choses, on a vu des intentions de vote, on a vu, que malgré tout, Pierre-Nicolas Lupes avait quand même des solides chances d'être élu, ce qui veut dire que nous aurions potentiellement une majorité, de Rassemblement national à l'Assemblée nationale, plus un élu du Parti de la France qui à lui seul pourrait faire parler, presque autant que que le reste, on va pas se comme on l'a vu dans cette campagne électorale. Donc, pour vous, c'est un élan d'espoir, un élan d'avenir effectivement, de voir un tremplin même pour, quelque part une transition vers une France plus nationaliste et moins gauchiste qu'avant? Alors oui, c'est le sens de l'histoire, effectivement. La France a toujours, elle aime bien prendre son temps, vérifier, que tout se passe bien et analyser. C'est pour ça que la France est toujours un petit peu, en retard sur les avancées politiques. En fait, disons, elle les inaugure, en termes de pensée. On a beaucoup de pensées, même quelquefois néfastes, qui sont venues de chez nous, qui sont passées par l'Amérique et qui nous sont revenues, comme la French Theory, par exemple. Mais dans les vraiment tout ce qui est politique, politicienne, heu, disons que ça commence ailleurs. On a eu l'Italie qui avait commencé, même si madame Meloni, bon, a un peu trahi un peu beaucoup même, ses électeurs. Généralement, tout se passe d'abord à l'étranger, ailleurs en Europe, et arrive en France après. Donc là, ça y est, on a pris le train en marche, on a pris le bain et je pense qu'il y a maintenant le train ne s'arrêtera pas et donc concernant, bon, le RN, on sait à quoi s'en tenir. Bon, maintenant, même si peut-être qu'ils vont un peu se radicaliser maintenant que ça devient peu ou prou à la mode, il suffit de voir un peu chez la jeunesse, la prime jeunesse quoi, les zoomers, qui disent des choses qu'on n'aurait pas osé dire parce qu'on était quand même un peu muselés, même on s'auto-muselait parfois
Et là, je vois donc avec cette candidature de Pierre-Nicolas Nupes, qui n'est pas une candidature témoignage, qui aurait pu être vue comme ça au début, en se disant on est allé sur un terrain où il n'y avait pas de candidat RN, on l'aurait pas fait pour faire les trubillons, coucou, nous sommes là, et puis prendre des voix à quelqu'un, une époque où nous avons surtout besoin de faire blocage à l'extrême gauche. Je précise que des fois, c'est ce qu'on aurait pu nous reprocher. Là, on est dans une candidature qui ne dérange en plus personne de mieux placé, c'est lui le mieux placé dans notre famille politique, qui malheureusement a aussi sa candidature parasitaire, qui ne représente pas grand-chose, mais qui ferait mieux de ne pas être là. Mais sinon, en face, il n'y a rien de crédible. On a vu la dame de lutte ouvrière, effectivement, comme l'a rappelé Alexandre tout à l'heure, qui était c'était une pièce de musée trotskiste qui disait à un moment que les travailleurs israéliens et palestiniens devaient s'entendre contre les capitalistes. Bon, nous leur dirons. On a eu un jeune garçon tout à fait sympathique au demeurant, un peu geek, sans étiquette, mais bon, je pensais pas dans l'idée d'être sans étiquette, c'est parce qu'il ne l'a pas encore trouvé la sienne, qui se cherchait, bon, qui faisait un peu une candidature en forme de jeu, mais qui a l'air d'y croire quand même assez sérieusement. Bon, puis sinon, il y avait candidat de LR non ciotiste qu'on n'a pas vu, qui était aux abonnés absents. On avait qui d'autre? Puis on avait évidemment Potier, bon, l'apparatchik local, qui pour la première fois commence à avoir peur pour son siège, parce qu'il voit qu'il n'a pas que des neuneux en face de lui. Il commence, on l'a senti, pas très serein. Il n'a pas adressé la parole à Pierre-Nicolas Nupes pendant tout le débat. Il était crispé. Il nous a sorti sa logorée de langue de bois habituelle. Bon, mais il se passe vraiment quelque chose dans cette circonscription on se met dans le centre du monde politique, puisqu'on en parle à l'étranger. On a un article dans le Daily Mail, dans The Guardian, on en a parlé sur Al Jazeera, sur des médias tunisiens aussi, on en parle aux États-Unis, un peu partout en Europe, en Russie, enfin absolument partout. C'est quand même assez extraordinaire que la circonscription de Toul soit aujourd'hui au centre de l'attention politique mondiale. Et on pourrait dire, oui, fanfaronne en disant ça, mais non, non, on en parle vraiment partout. Donc c'est un feuilleton, c'est Dallas, hein. Donc c'est très intéressant à voir ce qui va se passer. Bon là, ça va être un petit peu en pause, puisque nous n'aurons à partir de minuit plus le droit de faire de la communication dans les médias, donc ils vont nous parler de tout à fait autre chose, les résultats du tiercé, un petit peu de ce qui se passe dans le monde, et puis le sport. Mais bon, ça va être un peu motus. Mais on va voir dimanche, je pense qu'il pourrait y avoir des surprises du côté de Toul. Et ça va être scruté mondialement. Oui, d'ailleurs, comment je pourrais dire? J'ai beaucoup aimé par rapport aux médias nationaux, parce que c'est vrai que parler de l'international, la Belgique, le Royaume-Uni, la Tunisie, les États-Unis, le Portugal, Luxembourg, tous ces pays-là qui ont parlé de nous, c'est vrai que c'est assez flatteur, mais en soi, c'est assez anecdotique. Mais sur les médias nationaux, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Brut sur le sujet. La vidéo de BFM TV aussi, j'ai trouvé vraiment intéressante. Et la vidéo des grandes gueules, j'ai trouvé nul à chier, hein, je le dis honnêtement. C'est de la merde. C'est plus que c'était les grandes Ah, gueules. c'était de la merde, hein, vraiment. Ah, le discours, nauséabond, xénophobe, nazi, prends un Xanax et ferme ta gueule. C'était vraiment nul à chier. Donc, comme quoi, il y a encore des médias qui arrivent comment je pourrais dire, à relativement, objectivement, je sais que c'est un petit peu dichotomique comme association, mais relayer notre candidature. Et d'autres, par contre, qui partent dans l'hystérie totale. Je pense bien évidemment à Jean-Michel Apathy sur Quotidien, qui a craché sa haine sur notre affiche. Alba Ventura. Alba Ventura, bah, c'était des grandes gueules, je crois. Oui, oui, non, RTL, son RTL. côté. Ah oui, pardon, je dis grandes gueules, je voulais dire RTL. Oh. Moi, je suis un zoomer, comme vous dites. Bon, on ferait une aparté sur les boomers, mais moi, je suis pas de la génération qui regarde la télé ou qui écoute la radio, c'est vrai, donc j'ai un peu tendance à confondre les émissions du moment qu'elles sont de la même couleur. Mais c'est vrai que il y a des émissions que je trouvais ça voilà, bien faite, sur notre pancarte, sur notre affiche, et d'autres émissions que je trouvais absolument nulles, et je tiens à le dire. Comment ça s'appelle? Aventura? Alba Ventura. Alba Aventura, je l'ai trouvé complètement hystérique. Qui, pour la petite anecdote, Alba, ça veut dire blanche. Ah bah, quel paradoxe! Quel paradoxe! Et oui, donc je trouvais absolument médiocre. Alors que Brut, la vidéo, je l'ai relayée avec de bon cœur parce je l'ai trouvée bien. Je l'ai trouvée très, très bien. Oui, alors la question complémentaire que je voulais vous poser, Jonathan Sturel, c'est parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup que ce soit dans les commentaires ou dans les groupes de réflexion, mais vous avez parfaitement conscient, vous n'êtes pas naïf sur le RN. Vous savez que le RN est un vrai problème dans le sens où le RN ne va absolument pas sauver la France, même en ayant les pleins pouvoirs. Et donc je vous pose la question, si on part du principe que le RN a le pouvoir
dans les mains parce que le peuple est réfractaire, parce que le peuple est en réaction même, je dirais, par rapport à la politique centrale d'Emmanuel Macron. Et que le RN a donc le plein pouvoir pendant 5 ans. Vous n'avez pas peur qu'après ces 5 ans, voyant que les résultats seraient complètement insuffisants, le peuple se tourne vers l'extrême gauche, justement une politique qui n'a jamais été essayée, qui viendrait combler, j'ai envie de dire, la paresse et l'impuissance de l'extrême droite? Écoutez, je ne fais pas cette analyse. Je pense que tout à l'heure, on parlait de sens de l'histoire. Alors, il paraît que sens de l'histoire, ça a une connotation marxiste très appuyée, mais bon, néanmoins, on va utiliser cette expression, on va préciser que ce que nous appelons sens de l'histoire, ce que j'appelle sens de l'histoire, c'est qu'un certain nombre de processus sont enclenchés et qu'ils porteront leurs fruits sur un certain nombre d'années. Effectivement, je suis pas naïf, je crois pas du tout que le RN soit en capacité et qu'il ait même la volonté d'ailleurs, faut le dire, de sauver la France à proprement parler. Mais, ce qu'une accession au pouvoir du RN permettrait de faire, c'est de néanmoins déplacer le curseur à droite. Ce dont nous avons besoin, c'est de déplacer le curseur vers la droite et quand bien même après un mandat ou une législature, à majorité, RN ne convaincrait pas les électeurs qui avaient soif de propositions de droite et qui se trouveraient déçus par le fait que le RN n'a pas été suffisamment à droite, je ne vois pas par quel phénomène magique il déciderait, bah, de retourner complètement son braquet, ce peuple, et d'aller voir du coup de l'extrême gauche. Moi, le pari que je fais, c'est que l'on porte ce parti qui n'est pas assez à droite au pouvoir pour soit ils mènent une politique de droite, auquel cas nous serons satisfaits, soit ils mènent une politique qui ne sera pas assez à droite, mais dans un pays qui aura, électoralement parlant, des attentes de droite. Parce que je tiens à rappeler cette chose très importante, il y a beaucoup de gens effectivement qui sont capables aujourd'hui de voter RN, qui n'auraient pas voté FN à l'époque, mais qui le font aujourd'hui parce que comme le parti s'est un peu dédiabolisé, que c'est devenu un petit peu, acceptable et cetera, il y a des gens qui, d'accord, accepte à cette condition-là de franchir le Rubicon. Mais pour parler avec les vrais gens, le monde réel, tous les jours, de politique et de ce parti, je vous certifie que la majorité des gens qui votent RN le font en ayant la conviction de voter pour l'offre la plus à droite possible. La plus à droite en 2 mots, à droite possible. Donc nous, nous savons que le RN n'est pas aussi à droite que cela parce que nous, nous observons les activités du RN depuis sa propre droite. Nous sommes à la droite du RN, donc nous voyons bien que le RN n'est pas avec nous puisqu'il est en train de s'éloigner de nous au fil des ans. Mais les gens du quotidien, les vrais gens, je vais dire ça comme ça, c'est pas pour nous dénigrer nous, mais nous, nous avons la tête dans le guidon toute l'année, nous examinons la politique tout le temps, donc nous sommes à l'affût de la moindre variation sur tel point du programme, sur telle déclaration. Là, il a utilisé un mot qui était moins fort que le mot qui aurait été utilisé par Jean-Marie 20 ans plus tôt, et cetera et nous construisons et nous échafaudons des hypothèses sur tout ça. Mais les gens du quotidien qui ne s'occupent pas comme nous nous occupons de politique et qui sont pas ave l'œil à la loupe comme nous le sommes, voient le RN comme un parti très à droite et ils votent pour lui parce que c'est très à droite, parce que justement ils veulent des solutions radicales. Donc c'est très important de se rappeler que nous avons un parti qui n'est pas aussi radical que ça, mais pour lequel un nombre incroyable de gens vont voter en le pensant radical et le pari que je fais, l'espoir que je fonde, c'est que ce parti, bah, continue de faire ce qu'il fait pour accéder au pouvoir, c'est-à-dire lisser son discours et cetera, en sachant que de toute façon, l'immense majorité de sa base, elle, attend des solutions radicales pour qu'une fois qu'il aura accédé au pouvoir, sollicite l'avis de cette population, par exemple, par des référendums, en sachant, si Bardella n'est pas idiot, c'est sans doute le calcul qu'il doit faire, il se dit: «On est obligé de lisser notre discours pour accéder au pouvoir, mais une fois qu'on va accéder au pouvoir, on va proposer des référendums qui seront bien à droite et qui seront validés par la population», puisque la population qui vote pour nous, le fait en étant convaincu que nous sommes très à droite. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait, je pense que ça l'est. Donc, je ne crois pas du tout qu'une désillusion provoquée par une mauvaise gestion ou une gestion trop molle, d'un RN au pouvoir conduirait les gens à partir dans l'autre sens. Je pense que il y a un sens de l'histoire, enfin, il y a une direction qui sont prises par les événements, par les attentes populaires, qui est inévitable. Je vais te dire dans un instant pourquoi, qui font que maintenant les gens vont avoir au fil des scrutins des attentes de plus en plus à droite. Ça, j'en suis absolument convaincu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que l'on appelle être à droite, ou ce qu'ils appellent être à l'extrême droite, c'est-à-dire de considérer que chaque pays a un peuple et que chaque peuple a un pays. Cette simple notion de base, c'est ce qui commande aux destinées de toute
les cultures, de toutes les civilisations du monde depuis les débuts de l'humanité connue. C'est l'état normal de l'humanité de considérer qu'il faut privilégier ses enfants à ceux des autres, ses voisins à des habitants plus lointains, sa famille aux autres, etc. C'est l'état normal des relations humaines et des relations sociales et des relations politiques de l'humanité tout entière depuis toujours. L'état que nous connaissons actuellement et depuis environ 50 ans, si vous voulez, pour le dire très clairement, c'est-à-dire un état une situation, un état de fait qui serait l'inverse de tout ça, où, les frontières n'existent plus, ou que ce soit votre famille ou une autre, c'est pareil, ou vous n'êtes plus un homme si vous voulez être une femme et cetera, ou vos enfants ou ceux des voisins, ça n'a pas plus d'importance et cetera. Ça, c'est une parenthèse de l'histoire. Ce que nous vivons depuis une cinquantaine d'années, c'est une parenthèse dans le cheminement normal et dans l'état normal des populations depuis l'existence de l'humanité. C'est une parenthèse que nous sommes en train de vivre et il était évident que cette parenthèse, un jour, devrait être fermée et il était évident que les gens, ayant au fond d'eux plusieurs milliers d'années d'une anthropologie enracinée dans un certain nombre d'évidences et qui ont été exposées depuis une toute petite cinquantaine d'années à quelque chose qui était un anti-monde, allaient, à un moment donné, voire revenir à la surface d'eux-mêmes des besoins qui sont des besoins quasiment reptiliens. Nous voulons protéger les nôtres. Nous voulons protéger nos frontières, notre pays, notre jardin, notre champ, notre famille, nos enfants. C'est ce que l'être humain fait depuis toujours. Il n'y a que depuis 50 ans qu'on dit à l'être humain que ce n'est pas ce qu'il faut faire. J'étais sûr, moi, que cette philosophie allait s'écrouler un jour. Elle s'écroule très lentement, très progressivement évidemment, mais enfin je pense que le gauchisme comme idéologie est en phase de déclin et c'était évident puisque le gauchisme est une anomalie anthropologique et je vais jusqu'à dire une anomalie biologique. Parce que je sais que ce qui est inscrit au plus profond d'un cerveau humain, c'est la conviction affirmée et certaine qu'il faut protéger les siens, protéger sa maison, protéger son jardin, protéger son pays. C'est ça l'état normal de l'humanité. Donc la petite parenthèse de 50 ans que nous venons de subir va se fermer, elle est en train d'être fermée et c'est le sens logique des événements. Et dans quelque temps, dans une génération, dans 2, dans 3, peut-être dans 100 ans, nos petits-enfants se retourneront sur l'époque d'aujourd'hui et se diront: «Mais comment le monde de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, a pu accepter d'être l'anti-monde qu'il était. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans le fond du crâne. Nous sommes le monde, nous sommes l'état normal du monde, nous sommes l'état normal des relations entre les êtres humains. Et ce que ces gens nous proposent depuis 50 ans, ce n'est pas le monde, ce n'est même pas une alternative au monde, c'est un anti-monde. Et les gens sont en train de le comprendre, et ça se manifeste un peu partout dans le monde par des votes, parce que c'est comme ça que les gens s'expriment dans nos sociétés, par des votes de plus en plus à droite. Et ça ne m'étonne pas, c'était évident que ça arriverait. On aurait aimé que ça arrive plus tôt parce que malheureusement, le fait que ça ait mis autant de temps avant de se réveiller, ça a quand même posé un certain nombre de dégâts. Il y a des situations qui vont être très difficiles à rattraper, mais enfin, je ne suis pas surpris de ce qui se passe et c'est pour ça que je suis confiant dans l'avenir, et ça répond à votre question, et que je ne crois pas du tout en une volte-face en faveur de l'extrême gauche. Je pense que le succès qui paraît incroyable de ce qu'ils appellent la nouveau Front populaire, en fait, c'est une sorte de baroud d'honneur des dernières forces encore vives et encore vivantes de nos adversaires de l'antimonde qui, voyant précisément que leur monde est en train de s'écrouler, ont comme un regain d'énergie électorale, exactement comme un organisme humain atteint par un cancer, dans les derniers jours avant le déclin final et fatal, a un regain d'énergie. Vous le vérifierez dans un certain nombre de pathologies mortelles en phase terminale. Quelques jours avant que la vie ne s'éteigne dans ce corps, il y a comme une irruption de vie et le patient, le sujet, le malade paraît aller mieux et des fois ça donne de fausses joies à la famille. Je pense que l'état d'excitation dans lequel se met la gauche et le fait qu'elle arrive encore à mobiliser un petit peu, c'est en quelque sorte son baroud d'honneur. Les gens voient que leur antimonde est en train de se finir et comme un organisme atteint par le cancer qui est prêt à décliner, décide d'avoir un regain d'énergie. Mais je pense que de toute façon, les faits nous donneront raison, inévitablement, puisque ce que j'appelle ici les faits, c'est en réalité la réalité anthropologique de 10 000 ans d'humanité. Merci beaucoup, Jonathan, pour votre belle réponse. Alors, j'aimerais quand même vous dire quelque chose, parce que vous parlez de Jordan Bardella, de l'enthousiasme que cela engendre, mais il y a
il y a une partie, une segmentation de la communauté des électeurs qui est assez farouchement opposée à Jordan Bardella, bien qu'elle partage nos idées, sous prétexte d'inexpérience. Et oui, Jordan Bardella, quelqu'un de relativement jeune, vers 28 ans, hein, si je dis pas de bêtises, et quelqu'un qui n'a pas spécialement validé de diplôme après ses études parce qu'il a préféré s'investir à fond dans la politique en saisissant l'opportunité d'être directeur de la jeunesse du Front National, puis, on le sait, conseiller régional, eurodéputé et président du Rassemblement National. Et il y a une bande de sales boomers qui disent que puisqu'il n'est inexpérimenté, inexpérimenté, moi je vois pas en quoi d'ailleurs, parce que bon, comme je viens de le dire, il a fait plusieurs mandats et qu'il n'a pas eu de diplôme, il ne serait pas légitime à l'exercice du pouvoir, à la fonction de Premier ministre. Alors moi, j'aurais aimé vous poser cette question. Yanis Morio, vous qui êtes avec moi présentement, qu'est-ce que vous pensez effectivement de ces sales boomers qui, sous prétexte d'une absence de bac plus 5, comme l'ont eu les autres premiers ministres avant, ne seraient pas légitimes pour Jordan Bardella d'occuper cette fonction? Alors effectivement, bon, sans défendre à tout prix le personnage, mais malgré tout, quand on voit certains surdiplômés, la tête dans le guidon, qui ne veulent pas sortir de leurs normes, notamment des énarques, qui ne veulent absolument rien faire, bah, je pense que je préfère encore quelqu'un qui est un homme de terrain. Je pense qu'il n'y a pas de profil idéal de Premier ministre, enfin de chef de gouvernement ou d'État en règle générale. On a eu dans l'histoire, on a eu tout de profils, on a eu des gens qui se sont faits tout seuls par le monde des affaires, on a eu des gens qui ont fait de brillantes études, on a eu des militaires de haut rang, on a eu même des ecclésiastiques, c'est déjà arrivé, on a eu un tas de profils, hommes de terrain, ruraux, hommes d'appareil. Dans tous ces types de profils, on a eu des gens qui ont fait n'importe quoi et d'autres qui ont eu un brillant bilan. Donc je pense qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas s'arrêter au profil en lui-même, il faut analyser et le programme et la personnalité de chacun et voir, après une fois ce que ça donne au pouvoir. Bon là, de toute façon, on n'a pas le choix puisqu'en face, nous avons le Front populaire. Donc ça serait vraiment laisser, la France entre les mains de gens déjà qui la détestent, mais qui sont même les ennemis, non pas seulement les ennemis de la France, ça ils ne s'en cachent même pas. Ils le revendiquent, hein, ils font même des graffitis pour dire: «Nous sommes l'anti-France». Et ils sont même au-delà de ça, ils sont les ennemis du genre humain. Je veux dire, ça paraît, presque ridicule quand on dit ça. On nous dit: «Oui, vous êtes des anticommunistes primaires, de l'époque de la guerre froide, qui ont un poster de Reagan au-dessus de leur lit». Mais non, je pense que c'est au risque de paraître caricatural, si ces gens-là arrivaient au pouvoir, les Mathilde Panot, les Louis Boyard et compagnie, je pense que ce qu'on a vécu, enfin ce qu'ont vécu les Cambodgiens avec les Khmers rouges, pourrait arriver. C'est tout à fait le genre de choses qu'ils pourraient faire. C'est une fois qu'ils ont l'ivresse du pouvoir et toutes les possibilités, que ça implique, ah oui, je pense là, ce sera pas, on nous a souvent habitués à une social-démocratie assez tiède avec effectivement, bon, un petit peu plus d'impôts, un petit peu plus de contraintes, de ci ou ça, heu, de lois sociétales, maintenant, bon, plus elles passent, elles sont déjà absurdes en elles-mêmes, mais une loi absurde en chassant une autre, on considère presque que la précédente, c'est une société conservatrice normale. Mais là, je pense qu'on va sortir carrément de ce modèle-là, de gouvernement au centre, un coup au centre droit, un coup au centre gauche. De toute façon, ça s'effondre. C'est effectivement, alors je ne dirais pas comme mon camarade Alexandre, tout voir sous le prisme générationnel, mais il y a quand même une part de vérité, là-dedans. C'est qu'on a eu une génération effectivement née de l'après-guerre, qui était bercée par ça, par le fait de voilà, Hitler est le grand méchant, il faut sortir, de ça, voilà, le gouvernement au centre absolu, donc les espoirs, absurdes de mai 68 avec toutes ces inepties donc qui sont arrivées, qui sont devenues presque une norme de société, mais tout ça, c'est fini. On va arriver maintenant vers 2 blocs qui seront un bloc, le nôtre, quoi, les nationaux, on ira vers le bloc aussi donc que représente Mélenchon et compagnie, donc le bloc des woke, pour le moment allié avec les islamistes, mais ça ne durera pas. On va aller vers un scénario à l'iranienne où, les islamistes vont finir par dévorer les wokistes, une fois que le pouvoir sera là.
ce qu'a vécu le parti communiste iranien en 1979, c'était Mossadegh, il va se faire bouffer par les ayatollahs et c'est ce qui va arriver avec cette image assez amusante de Louis Boyard, qui n'a pas l'air très serein avec derrière lui une espèce d'Ali Baba de caricature, qui le regarde presque à sortir son couteau. On dirait même que c'est nous qui avons dessiné ça tellement c'est tellement la réalité en est grossière. Bah, je pense que c'est ce qui se profile, c'est ce qui va leur arriver, mais pas tout de suite. Ne brûlons pas les étapes, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En attendant, il y a 2 blocs, un bloc islamo-wokiste contre nature et nous. Et le bloc central, le bloc centriste, l'hypercentre, l'extrême centre c'est-à-dire les rocardos giscardiens, que représentent Macron jusqu'à l'aile Gérard Larcher, plus, la branche du PS, Cazeneuve, Valls et compagnie qui n'ont pas voulu s'allier à l'extrême gauche. Bah, ce bloc-là est en train de se réduire comme peau de chagrin parce qu'il ne leur reste plus grand-chose. Il ne leur reste plus que l'électorat boomer qui, effectivement a baigné dedans et voit comme un rempart à la République face à 2 extrêmes, la fameuse rhétorique des extrêmes, comme si on était, une alliance, «Coucou, nous sommes les extrêmes, nous allons, vous dévorer». Non, là, ce sera plus du tout le même paradigme, la représentation du monde politique telle qu'elle est, l'échiquier sera totalement renversé et l'extrême centre va se réduire comme peau de chagrin. C'est une question de temps parce que les grands partis finissent par pourrir, d'abord par la tête comme le poisson, il commence à s'affaiblir à l'Assemblée nationale et il garde encore des ancrages locaux, qu'on aura encore pendant longtemps quelques élus locaux républicains et socialistes, comme on voit qu'il y a encore aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest, un maillage de maires radicaux-socialistes, alors qu'aujourd'hui les Radsoc ne représentent plus rien à l'Assemblée nationale. Donc on va arriver vers ça petit à petit, mais comme l'histoire se brusque, les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui, ben, j'aurais pas parié honnêtement qu'on irait vers ces blocs, heu, aussi vite. Quand il y a eu cette configuration, qui s'annonce, après la dissolution et les européennes, je pensais qu'il y aurait encore peut-être une mandature un peu pépère pour, les centristes et puis qu'on allait enfin, dans sortir de la torpeur un peu au moment, «Ah bah, c'est pas trop tôt», mais finalement ça y est, je pense que le moteur est en marche, sans faire de mauvais jeu de mots avec, le parti de notre cher président Macron. Merci beaucoup Yanis pour votre réponse. Mais effectivement, Jordan Bardella a essayé de rassurer cet électorat boomer qui n'avait pas confiance en lui. Par exemple, qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis l'uniforme à l'école, il a promis le vouvoiement obligatoire pour les instituteurs, mais finalement rien de très profond, assez superficiel au fond. C'est vrai que moi, de ce que j'ai compris, à l'éducation nationale, on va avoir l'obligation, les enfants de 8 ans auront l'obligation de vouvoyer les travelots, super, mais il y aura quand même toujours des travelots. Donc je me pose la question de pourquoi pas un changement en profondeur, si ce n'est effectivement rassurer cet électorat dit boomer qui n'a pas confiance en lui en raison de son jeune âge et de son absence avérée effectivement de diplôme, chose qui finalement n'a plus vraiment autant d'importance aujourd'hui qu'il pouvait y avoir il y a 30-40 ans. Et vous, Jonathan Storel, Je qu'est-ce que je vous peux pensez du je peux rapport glisser un entre... mot, Ah bah allez-y, j'allais glisser un vous mot laisser sur la parole justement. ouais. Justement, bon, déjà l'argument de l'inexpérience, du fait de sa jeunesse de Jordan Bardella n'a absolument aucun sens, mais il n'est pas étonnant de la part des macronistes qui, depuis 2017, considèrent que Macron est, pour le coup, leur homme providentiel et ils le mettent à l'égal de Jupiter. Donc chacun des éléments de la Macronie s'est en quelque sorte auto-sabordé à titre individuel pour se dévouer corps et âme au dieu Macron qui gouverne un petit peu tout seul depuis 2017, qui nous habitue au fait du prince et cetera et qui fait un petit peu, ce qu'il veut. Et les macronistes adorent ça, ça leur convient parfaitement. Et donc ils ont oublié qu'en réalité, un chef d'État, un premier ministre, un ministre ne décide pas seul. Il est entouré de conseillers, il consulte et cetera et que la plupart des décisions, si elles sont prises d'un point de vue hiérarchique par l'autorité dominante à la fin, chacune de ces décisions est le fruit d'une réflexion qui est collective. Mais les macronistes ne le savent pas. Les macronistes, depuis, 7 ans, vivent sous
dans un espèce de monde parallèle dans lequel Macron est une sorte de dieu jupitérien qui peut tout faire, qui peut tout dire. Ils sont convaincus qu'il a toujours raison, y compris lorsqu'il dit, une chose et son contraire 2 mois plus tard. Pour le macroniste, puisque Macron, c'est le dieu vivant, il a raison. Les macronistes ont oublié que la charge de l'État, la charge des affaires, la charge d'un pays comme la France, c'est une charge collective. Effectivement, il faut une organisation verticale qui fait qu'au sommet, il y a le décideur ultime. Mais c'est comme dans une entreprise. Il y a le PDG, mais le PDG n'est pas là en train de diriger tout seul et cetera. Il est entouré de conseillers, il est entouré de services et cetera. Donc je ne m'intéresse pas, moi, au curriculum vitae scolaire ou universitaire d'un homme d'État, y compris, parce que je pense que c'est le problème de la France qui est un pays beaucoup trop jacobin depuis trop longtemps, où l'on pense que ce qui fait l'homme, c'est le diplôme et qu'en dehors de la qualification universitaire et très institutionnelle, bah, vous ne valez pas grand-chose. Moi, pour une fonction politique, je préfère quelqu'un qui est capable de sentir, de percevoir, de comprendre les mouvements, de l'humeur, de la population, des attentes et cetera et qui est dans le même temps capable de s'entourer des bons conseillers, des bonnes personnes qui vont l'aider à faire une synthèse de tout ce qui est ressenti par les uns et par les autres pour prendre la bonne décision. C'est cela, en fait, l'exercice politique en République. C'est cela, l'exercice tel qu'il doit être. Mais les macronistes n'en savent rien, puisqu'ils sont convaincus qu'il n'y a qu'un homme qui sait tout sur cette terre et dans ce pays, c'est Macron. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, sur le fait qu'il soit très jeune, on va leur rappeler que quelqu'un qui a moins de 25 ans et qui veut devenir policier, s'il a le bon diplôme, peut s'inscrire directement en école de commissaire et quelqu'un qui a moins de 25 ans, qui des fois n'en a que 21-22, peut faire une école d'officier dans l'armée ou dans la gendarmerie et à l'issue d'un cycle de formation, alors qu'il n'aura que 25 ou 24 ou des fois seulement 23 ans, sera soit lieutenant dans l'armée, soit lieutenant dans la gendarmerie et dans l'ordre hiérarchique, passera devant des vieux adjudants ou des vieux majors qui ont 30 ans de carrière. Et je n'ai pas vu que ça les choquait. Et je n'ai pas vu non plus que ça choquait les macronistes que Macron n'ait que 39 ans au moment de son élection. Et ça a même été un argument utilisé par les macronistes. Il est jeune, donc il est frais, donc il va amener de la fraîcheur, ça va nous changer des vieux éléphants. Donc j'aimerais bien que pourquoi les macronistes et les boomers qui ont été capables de voter pour Macron sous prétexte qu'il était jeune, souriant, branché, moderne et qu'il parlait anglais, subitement, lorsqu'il s'agit d'avoir un avis similaire sur un autre personnage politique, disent: «Ah oui, mais non, on est trop jeune, pas assez expérimenté, on sait». C'était quoi l'expérience de Macron avant d'être président de la France? Il a été vaguement ministre, pardon, ministre de François Hollande et il était banquier. Mais est-ce que le fait d'être banquier ou d'avoir été ministre de François Hollande, ça vous prédestine et ça vous donne automatiquement des aptitudes pour être chef d'État? Non. Personne, aucun être humain sur cette terre n'a de manière innée, de manière naturelle, de manière évidente, les capacités pour être chef d'État. C'est un poste, c'est une fonction qui n'est pas comme les autres. Il n'y a aucune commune mesure entre le fait d'être chef d'un État et le fait d'être quoi que ce soit d'autre. Donc personne n'est capable au moment où il est élu chef d'État, au moment où il est élu chef de gouvernement, personne n'est en soi capable fondamentalement et structurellement d'assumer une telle fonction et c'est pour ça que ces gens s'entourent et qu'ils s'entourent énormément et qu'il est important que les gens qui prétendent à ces postes et qui finissent par les obtenir gardent les pieds sur terre et ne se prennent pas pour des dieux jupitériens. Parce que ce qui a en partie tué Macron, c'est sa conviction qu'il était au-dessus de tous les autres, parce que cette conviction a fait qu'il s'est passé d'un certain nombre d'avis, y compris de ses plus proches. Autour de lui, personne ne lui a conseillé de dissoudre et même tout le monde lui a dit de ne pas le faire. Mais Macron sait mieux que tout le monde, vous comprenez? Donc le problème, c'est la gouvernance à la méthode de Macron. C'est ça le problème. C'est pas d'avoir 18 ans. Parce que Macron, qu'il ait 39 ans ou 69 ans, si vous avez cet état d'esprit, vous êtes mauvais. Alors que si vous avez l'état d'esprit de quelqu'un qui est capable de sentir, de percevoir, de s'entourer des bonnes personnes et de prendre à titre individuel du fait de sa fonction une décision qui en fait aura été mûrement réfléchie de manière collective par des conseillers qui auront été bien choisis, que vous ayez 60 ans ou que vous ayez 28 ans, c'est cela que je vous demande en tant que chef de gouvernement. Donc l'argument de l'âge, et cetera, c'est un argument complètement fallacieux puisque voilà, quand, les macronistes ont vu arriver à Matignon, Gabriel Attal qui était pas beaucoup plus vieux, que Jordan Bardella aujourd'hui, ils ont tous trouvé que c'était génial. Donc, c'est de la malhonnêteté, il faut vraiment pas s'arrêter sur ce genre d'argument. Ah, effectivement, je suis bien d'accord, excusez-moi, avec vous, Jonathan Sturel. Et concernant Yanis, moi j'ai encore 3 ou 4 questions même en réserve pour vous 2. Mais à Yanis, je vais en poser qu'une
parce que nos équipes de collage sont en sous-effectif et Yanis va partir en renfort. Mais moi, je reste là pour continuer d'animer bien sûr l'émission et pour surtout monter et la diffuser. Donc Yanis, votre dernière question à vous, après nous serons que tous les deux, mon cher Jonathan Sturel. J'ai une question pour vous, effectivement. La question que je vais vous poser est la suivante. Là où Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, va peut-être être au chômage dans 2 semaines, si j'ose dire, ou plutôt va ne plus avoir son poste de ministre, il a décidé de dissoudre, avant Jordan Bardella d'ailleurs, qui en avait fait la promesse, je le rappelle, dissoudre le GUD. J'aurais aimé vous poser cette question, Yanis Mario. Qu'est-ce que vous pensez de cette dissolution du GUD? Et, question complémentaire, qu'est-ce que vous pensez également du fait que Jordan Bardella avait promis de dissoudre le GUD également? Alors, eh bien, effectivement, ce que j'en pense, c'est que c'est une énième mesure, voilà, pour montrer qu'il ait les gros bras, juste avant de partir, de retourner au néant, qu'il n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs. Montrer, voilà, on est ferme, la République, contre les factieux, les néofascistes, gna gna gna. Enfin, c'est quand même pas le GUD qui a tué la petite Lola, c'est pas le GUD qui a tué Thomas Crépol, c'est pas le GUD qui a violé Mégane à Cherbourg. C'est vraiment montrer, mettre toutes les lumières sur des gens qu'on peut ne pas apprécier, mais j'en connais beaucoup, des anciens gudards qui sont très sympathiques, qui effectivement ont des méthodes qui ne sont pas les mêmes que Monsieur Bardella, qui essaye d'être à tout prix lisse, de montrer au point justement d'avoir soutenu la dissolution du GUD. Bon, c'est voilà une énième, c'est Marine qui a dû souffler, oui, fais bien ça, montre que t'es pas comme eux. Et, bon, ça c'est, je n'en attendais pas autant. Je me doutais bien qu'il n'allait pas monter au créneau pour les défendre. Ça aurait été, dans un pays normal, oui, mais ça aurait été quand même trop beau de sa part. Mais bon, que dire de tout ça? Bah, soutien aux militants qui vont se retrouver du coup dissous. Bon, je pense, en connaissant quelques-uns, c'est pas ce qui va les empêcher de continuer d'avoir une vie active dans le militantisme politique. Mais voilà, bon, c'est histoire, voilà, de montrer qu'il est là, montrer qu'il est ferme, faire oublier qu'il n'a pas commencé tout à fait sa carrière politique au centre macroniste, lui non plus. Monsieur Gérald Moussa Darmanin, qui avait même à un moment écrit dans l'Action française. Bon, maintenant, il joue, quand ça l'arrange, il joue la fermeté, et puis quand ça l'arrange, il joue la tempérance. Bon, bah, c'est un homme politique plat, qui n'aura pas marqué l'histoire, qui n'aura rien fait pendant son poste au ministère de l'Intérieur pour enrayer une véritable violence qui touche tous les Français, parce que, à ma connaissance, le GUD n'a jamais fait de délinquance auprès de personnes. Enfin, ils vont jamais attaquer les gens dans le métro, violer des grands-mères. Non, ça, c'est pas du tout leur créneau. Mais bon, voilà, c'est eux qu'on dissout parce que on préfère ça plutôt que de s'en prendre aux immigrés, plutôt que de s'en prendre à toutes les violences, les terroristes islamistes qu'on laisse proliférer. Bon, alors ils se gaussent d'avoir viré un ou deux imams radicalisés. Attention, regardez comme on est costaud, comme la République est forte. Mais bon, voilà, c'est de la peau de chagrin, hein. S'il y avait eu que deux imams qui posaient problème en France, je pense qu'on ne parlerait pas d'islamisme, ce serait un non-événement. Donc oui, voilà, bon bah, courage aux gars du GUD, et puis, ma foi, c'est encore une putasserie. Et le fait voilà, d'avoir soutenu la dissolution quand on est un parti qui se veut à la droite de la droite, bah, c'est encore donner du grain à moudre à nos ennemis. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais ça ne m'étonne pas. Et sinon, bah, du coup, je vais effectivement, comme l'a rappelé mon camarade Alexandre, devoir rendre les ondes, puisque je suis appelé en renfort pour le dernier soir avant le grand silence médiatique avant les élections, pour revérifier nos panneaux si tout est bien en place. Mais a priori, bon, ça devrait bien se passer. Nous sommes dans une circonscription qui vote plutôt bien ici. Mais bon, on n'est jamais trop prudent, donc je vais rejoindre les routes de la belle Lorraine que Jonathan apprécie. Nous allons aller notamment du côté d'Arouet, très joli village avec un château splendide des Princes de Beauvau-Craon. Et puis salutations à tous.
Merci beaucoup Yanis, merci d'avoir, été avec moi pendant cette émission. Alors effectivement, nous sur notre circonscription, on a distribué tous les bulletins de vote, on est très contents, on a collé sur la part de nos communes. On a 4 ou 5 équipes qui s'en occupent, depuis 5 jours à temps plein et on leur, dont je fais partie d'ailleurs et c'est vrai que c'est assez formidable. Il reste quelques communes à faire avant, avant demain matin, donc on y est presque et merci au bon Yanis d'avoir participé à cette émission malgré son emploi du temps plus que chargé en ce moment. Et vous, mon cher Jonathan Sturel, je vais vous rétorquer à peu près la même question. Le GUL a été dissous, on l'a vu. Jordan Bardella a promis de dissoudre effectivement le GUL. Moi, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous approuvez tout ce que vient de dire Yanis Morriou? Oui, oui, j'approuve tout ce qu'il vient de dire. D'une manière générale, je suis assez, sceptique quant à la possibilité qui est offerte au pouvoir exécutif de dissoudre des associations, en fait. À partir du moment où le droit d'association est un droit garanti par la Constitution, et où la plupart des dissolutions d'associations, nous avons été témoins, depuis un certain nombre d'années, sont en réalité totalement arbitraires. Moi, j'ai encore en tête la dissolution de Civitas, pardon, la dissolution des Identitaires, de Génération Identitaire à l'époque, plus exactement, sous prétexte qu'ils avaient déroulé une banderole, je ne sais plus où, là, dans les Alpes et cetera. Enfin, c'est des décisions qui sont complètement arbitraires. C'est le ministre de l'Intérieur qui soumet l'idée de dissoudre telle ou telle association en conseil des ministres et c'est validé ou non par, le président. Pardon, mais enfin, est-ce qu'on a déjà vu un ministre demander la dissolution et demander et obtenir et faire la dissolution d'une association qui était dans le sillage de ses propres idées? Jamais. Donc en fait, le ministre qui est en fonction et qui donc a des responsabilités régaliennes, utilise le pouvoir régalien qui est entre ses mains pour faire de la besogne politique et s'en prendre à ses opposants politiques. Civitas n'a jamais remis en question, ni même été à l'origine du moindre débordement d'ordre public, dans l'espace public et cetera. Il y avait aucune raison concrète de dissoudre Civitas ou même de dissoudre Génération Identitaire. Ils ont été dissous, ces groupes ont été dissous par quelqu'un qui avait le pouvoir régalien de les dissoudre et qui a utilisé ce pouvoir régalien qu'il avait temporairement entre ses mains pour faire le ménage, chez ses adversaires politiques. Donc je suis, assez, sceptique quant à la possibilité, de donner aux ministres et même de donner au pouvoir exécutif, le pouvoir de dissolution d'une association, d'ailleurs quelle qu'elle soit. Sauf évidemment dans les cas d'une association dont il serait avéré, prouvé, démontré factuellement qu'elle a été à l'origine, par exemple, de l'organisation d'attentats, de quelque chose évidemment. Dans ce cas-là, il est normal que le ministre en charge des fonctions régaliennes de sécurité des Français prennent des dispositions pour la protection des Français. Mais lorsque, ayant entre ses mains un pouvoir régalien, il en fait usage pour, réduire au silence des opposants politiques qui, à aucun moment, n'ont perturbé l'ordre public, nous sommes dans quelque chose qui, à mon avis, est très, très problématique et je suis même tenté de dire qu'en fait, il faudrait retirer au pouvoir exécutif la possibilité de dissoudre des associations, tout simplement, en fait. Parce qu'on a très bien vu qu'à chaque fois, le pouvoir exécutif faisait un usage politicien et partisan de ce pouvoir et ce qu'il faut absolument éviter et empêcher et même interdire, c'est le mélange des genres, quoi. Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'est sa fonction régalienne, mais c'est avant tout un agent d'un parti politique qui est dans un sillon politique en particulier. Il nous a démontré que le pouvoir régalien qu'on lui mettait entre les mains pour qu'il assure la sécurité de tous les Français de manière objective et neutre, il en a fait un usage politicien. Bon, bah, pour moi, non seulement, ça élimine Darmanin de toute crédibilité, mais ça va jusqu'à, c'est ce que je viens de dire, me mettre sur la voie qui me fait aboutir à l'idée que nous devrions, retirer au pouvoir exécutif, bah, ce pouvoir de dissolution des associations et lorsqu'une association fait vraiment n'importe quoi, il appartiendrait dès lors à la justice de statuer, quoi. Mais pas au ministre, ça me dérange énormément. Oui, effectivement, vous faites référence effectivement à la loi de 1936 sur les milices armées. On en a parlé dans tellement d'émissions, cette loi, mais bon, vous savez très bien ce que nous en pensons. J'aurais aimé aborder ce sujet avec vous aussi, monsieur Sturel et évidemment, c'était sur la question du nouveau Front populaire. Vous en aviez brièvement parlé au début,
Mais le nouveau Front populaire a fait quand même une stratégie, assez originale. C'est la stratégie de l'épouvantail. Moi, je ne connaissais pas du tout cette tactique politique, c'est-à-dire faire peur le plus possible aux Français, que ce soit par le biais de candidatures plus que douteuses. Bah, je sais pas, on a eu des choses, de fou pendant cette campagne. On a eu le retour, de François Hollande, ouais, c'était complètement inattendu, mais on a eu des choses beaucoup plus négatives. Il y a également Cyril Hanouna qui avait fait des commentaires sur le Front populaire. On sait très bien qu'il a eu des comment je pourrais dire? Des conflits, personnels à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros avec ce fameux Louis Boyard. Et qui fait peur aussi par son antisémitisme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de juifs. J'ai vu la statistique, qu'il faut prendre avec des pincettes toujours parce que les statistiques ethniques et religieuses, vous savez que c'est assez interdit en France, donc il faut la prendre avec des pincettes. Mais on voit quand même que 92 des juifs considèrent que la montée de l'antisémitisme en France est due effectivement à la France insoumise, et la NUPES et le nouveau Front populaire, selon eux. J'ai même vu des vidéos de rabbins influenceurs qui appelaient à voter Jordan Bardella. Donc quelque chose qui est assez inimaginable, j'ai envie de dire, il y a 10 ans. Imaginez des rabbins appelés à voter Front National, il y a 10-20 ans, c'est assez, assez improbable. Et là, pourtant, ça devient la norme. Et c'est évidemment lié à cette histoire de Hamas, Israël, Palestine, etc. Donc vous, Jonathan Sturel, est-ce que vous pensez que la NUPES, j'ai fait un petit, comment je pourrais dire, j'ai fait un lapsus. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire va autant avoir de députés que la NUPES il y a 2 ans? Déjà, vous avez bien fait de rappeler que ce qu'ils appellent le nouveau Front populaire, c'était vraiment un cirque. Ça part dans tous les sens. Vous avez tout et n'importe quoi. Et encore, on n'entend parler que des gens les plus exposés médiatiquement. Mais lorsque vous entrez dans le détail des candidatures à l'échelle locale, vous avez des profils qui sont absolument incroyables. C'est la cour des miracles, franchement. D'abord, les personnes qui sont sélectionnées font peur, parfois font peur à voir. Parfois, ne font pas peur du tout parce qu'on sent bien qu'ils sont, complètement inoffensifs, parce qu'ils sont à mon avis complètement, sur notre planète. Mais, surtout, ce qu'il faut mettre en évidence pour nous, dans notre camp à nous, c'est, l'incompatibilité absolue, entre les diverses forces qui prétendent cohabiter à l'intérieur du Front populaire. Vous avez la branche islamiste et vous avez la branche wokiste. Il faudrait vraiment dire à ceux qui sont de la branche wokiste que si c'est la branche islamiste qui l'emporte, ça va être compliqué pour eux par la suite, hein. Et je ne crois pas que les islamistes vont reculer pour, stratégiquement pour faire de la place à la branche wokiste. Donc en fait, ce mouvement réunit des forces qui sont tellement contradictoires et tellement opposées entre elles, qui sont opposées chimiquement entre elles, que ça va forcément exploser, de l'intérieur. Donc, moi je ne m'inquiète pas énormément. Quand bien même, par un espèce d'accident électoral, le nouveau Front populaire devait avoir une majorité absolue et gouverner ce pays, ce serait terrible symboliquement, mais enfin, il aurait les pieds et les poings liés. Enfin, comment voulez-vous que cet assemblage de clowns, de pitres, de fichiers S, d'islamistes, de wokistes, enfin, il y a absolument rien qui va. Comment ces gens vont pouvoir gouverner? Déjà qu'ils ne sont même pas en train de gouverner, ils sont seulement en train de se préparer à une élection où ils sont déjà en train de se tirer dans les pattes du matin au soir. Le jour où ils auront accès au pouvoir et qu'ils ne seront plus contraints par la nécessité d'un certain devoir de réserve, de ne pas attaquer les copains parce qu'on fait bloc jusqu'à l'élection, le jour où l'élection est passée, ils vont se détruire. Le Front populaire tel que nous le voyons aujourd'hui, au lendemain du deuxième tour, bon, ils vont perdre, enfin, ils n'auront pas la majorité absolue, va exploser en vol, évidemment. Donc je ne m'inquiète pas, et je suis tellement, parti, loin que j'ai oublié votre question et votre question, en fait, si vous voulez, je vais faire un petit mot sur les juifs, en faisant attention à ce que je vais dire. Évidemment, parce que sur ce sujet-là, il faut que chaque mot soit pesé. Mais, l'attitude des juifs, actuellement, qui consiste à ne plus considérer que le Rassemblement national est une menace et qui sont même prêts à voter pour lui et qui considèrent dans le même temps que la menace maintenant, pour laquelle il ne faut surtout pas voter, c'est, Mélenchon et sa clique, pour le dire très clairement. Ça impose à nos milieux une réflexion sur la question juive, où dans nos milieux, beaucoup ont considéré que le fait d'être juif signifiait être fondamentalement et évidemment, voire en fait automatiquement anti-France. Il me semble qu'en réalité, un certain nombre de personnalités juives, les Bernard-Henri Lévy et cetera, qui avaient accès aux médias et cetera, qui avaient accès aux fonctions politiques et cetera, avaient une idéologie
qui s'était forgé effectivement en partie sur le fait qu'ils étaient juifs et que cette identité juive les avait conduits à développer une certaine idéologie, un certain rapport au monde, un peu plus cosmopolite que ce que nous aurions aimé. Bon, ça c'est une chose, mais ce qu'on appelle le juif du quotidien, moi ça fait longtemps, et quand je vous dis longtemps, ça fait 20 ans que je connais des juifs du quotidien qui votent pour nos partis sans aucun problème, sans aucun état d'âme et qui ne se sentent pas du tout représentés par Bernard-Henri Lévy. Parce que nous, on pense que le juif du quotidien qui travaille dans l'informatique, à 3 rues de chez nous, est forcément en communion de principes, en communion d'idées avec Bernard-Henri Lévy. C'est faux. La plupart de ces juifs dont je vous parle se sentent une sorte, d'affinité communautaire avec Bernard-Henri Lévy, dans ce sens qu'ils sont juifs, il est juif, nous sommes juifs, d'accord. Mais la plupart des gens dont je vous parle, pour eux, Bernard-Henri Lévy, c'est juste un multimillionnaire des médias et socialement, ils ne se sentent aucun rapport avec lui, en fait, pour information. Et le fait que les juifs, ne demandent plus à ce que l'on combatte les idées nationales, me fait penser que ceux qui le faisaient, ceux qui, étant juifs, combattaient les idées nationales et donc promouvaient le cosmopolitisme, le faisaient parce qu'on leur avait mis dans la tête, à tort ou à raison, mais moi je sais que c'est à tort, on leur avait mis dans la tête que la France était antisémite et cetera et qu'ils ont, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quoi que nous en pensions, les juifs ont d'une manière générale, à différents degrés, une conscience de groupe. Ce que je ne leur reproche pas. Je considère que tous les peuples du monde devraient avoir une telle conscience de groupe, à commencer par le nôtre évidemment. Mais lorsque vous dites à des juifs du matin au soir que, le Front national va rouvrir les chambres à gaz, que, la France, c'est Vichy, c'est le Veldiv et cetera et vous leur répétez ça du matin au soir, ils allument la télé, quelle que soit la chaîne qu'ils mettent, vous leur faites écouter les discours de responsables politiques, quel que soit le parti en question. Du matin au soir, on leur dit ça, ils sont conditionnés par le fait que, bah, du coup, l'idée nationale, c'est dangereux, c'est pas bien et cetera. Mais lorsque ils évoluent politiquement aussi comme tout le monde et qu'ils se rendent compte qu'en réalité, l'idée nationale n'est pas vraiment une menace pour eux et ils ne peuvent plus le penser depuis l'existence d'Israël, puisque le fait qu'ils aient maintenant un État-nation à eux, fait que ça les met dans une position différente du point de vue de l'État national. Avant, ils étaient simplement un peuple de la diaspora, plus ou moins persécuté à droite à gauche. Donc, on peut comprendre qu'ils aient nourri à cause de cela une espèce d'hostilité à l'égard des populations sédentaires et étatisées. Mais depuis qu'ils ont leur propre État, on voit bien que chez un certain nombre de juifs, ça modifie beaucoup leur rapport à leur dimension diasporique, à leur dimension communautaire, et cetera. Bon, là, je donne l'impression de piétiner parce que je fais vraiment très attention à chacun des mots que j'utilise, c'est un sujet très sensible. Mais enfin, je constate que depuis que les juifs, d'une manière générale, d'une manière globale, d'une manière générique, ne se sentent plus menacés par le Rassemblement national, ils ne voient plus d'objection à ce que le Rassemblement national accède au pouvoir et mette en place une politique nationaliste potentiellement. Ce qui veut dire que ce qui les gênait dans nos partis et dans nos courants d'idées, ce n'était pas que nous défendions la nation, c'était l'idée qu'ils se faisaient d'une nation qui allait forcément les persécuter. Dès l'instant qu'ils ont compris que la France ne les persécuterait pas et que l'on peut être un patriote et un nationaliste français, sans que cela signifie que nous allons, les persécuter, bah, ils ne voient plus d'objection à l'idée nationale et à la revendication nationale. Donc ça, c'est quand même une révolution intellectuelle et politique, dont il va falloir tenir compte pour le développement de nos idées dans les années à venir. Ça nécessiterait d'en faire une émission complète, c'est très, très sensible. J'ai même un projet d'écriture d'un texte sur ce sujet-là, qui ne plaira pas à tout le monde, mais enfin, je pense que le temps a passé, et que les événements tels qu'ils se déroulent, les choses que nous voyons, nous imposent de reconsidérer un certain nombre des certitudes que des gens dans nos milieux avaient sur la question juive. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup Jonathan, Sturel. Alors effectivement, ma question, mais on l'a déduit par votre réponse, c'était: est-ce que le nouveau Front populaire fera autant de sièges que la NUPES? Mais on a bien compris que non, puisqu'il faisait, effectivement l'effet épouvantail. Et concernant Bah, la question ils auront 12, ils oui? auront ils auront ils auront de toute façon
beaucoup de députés, même s'il faut se méfier des projections en intention de vote de premier tour, puisque c'est un scrutin à 2 tours. Il y a des gens qui ont l'intention de voter au premier tour évidemment, mais entre les 2 tours, il y a après le jeu des associations ou des non-associations, des désistements, des non-désistements, des reports et il est très difficile en l'état actuel de mesurer ce que sont les reports des uns et des autres en cas d'un second tour, RN-LFI, macroniste en triangulaire et cetera. C'est vraiment très, très compliqué. Ils vont faire beaucoup de sièges, ça me paraît assez certain. Ils n'en feront évidemment pas autant que le RN. Je n'exclus pas que le RN ait une majorité absolue, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'apparente percée, de l'apparente montée en puissance de la gauche, parce qu'en fait, ce qui est en train de monter en puissance, c'est toute la gauche assemblée. C'est toute la gauche assemblée, aujourd'hui, fait 28 dans les intentions de vote. Donc on est quand même très, très loin, de la situation, Le Pen-Chirac en 2002 où, toute la gauche assemblée, c'était, 80 quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez raison et pour finir un peu sur l'actualité française, après on parlera, des élections américaines qui ont été très intéressantes, je trouve pour le premier débat. En l'actualité française, c'est la fameuse chanson, Je partiras pas, qui est quand même top 5 d'iTunes, hein, c'est quand même pas mal. Top 5 d'iTunes France. La chanson, c'est un petit peu notre Ausländer House à nous. Et oui, tous les pays européens commencent à avoir leur petit hymne, xénophobe, comme diraient les médias. D'ailleurs, oui, vous parliez très justement de la question, juive et de l'association du fait d'empoisonner le puits entre le Rassemblement national et les nazis. J'ai vu pas plus tard qu'hier, un article BFM TV où il devrait absolument avoir honte, hein, d'ailleurs, BFM TV qui a interviewé une rescapée d'Auschwitz pour leur dire, que les Français ont la mémoire courte et qu'ils devraient faire barrage au Rassemblement national, voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça Délire. absolument honteux et médiocre, Quel hein. quel délire, c'est vraiment du délire, c'est oh là là, ils sont vraiment prêts à tout, en BFM TV, ils sont prêts à tout. La manipulation émotionnelle qui personnellement m'écœure très profondément. Alors la chanson «Je partiras pas», pour en revenir à un sujet un peu plus joyeux, la seule un peu critique que je ferais, mais là c'est un peu le communicant qui parle, c'est sur la question d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour a fait beaucoup parler de lui puisqu'il a il s'est filmé en train de s'enjailler, comme dirait-on, sur la musique. Mais personnellement la vidéo je l'ai pas trouvée très crédible par rapport au montage et surtout le fait qu'il soit au plein milieu d'un bistrot gastronomique, donc bien évidemment qu'il était pas en train d'écouter réellement, la chanson et je trouvais que ça faisait un petit peu le boomer qui s'intéresse aux trucs de jeunes, mais j'ai trouvé l'idée absolument quand même excellente, même si l'exécution, j'ai trouvé que c'était un peu mignon, un peu tristoun. Mais c'est vrai que ça, c'est plus le côté communicant. Le fait est que la vidéo a très bien marché, elle a fait beaucoup parler d'elle et ça, c'est quelque chose qui je trouve est très positif. D'ailleurs, je crois que cette chanson, je me suis pas trop renseigné, j'ai pas eu trop eu le temps, je suis très occupé en ce moment, mais je crois que ça a été fait par IA. Donc ça montre, qu'on peut faire de bonnes choses avec l'IA et parce que ouais, la chanson, moi, je pensais vraiment que c'était chanté par une chanteuse, mais apparemment non, de ce que m'a expliqué mon adjoint, ça a été fait par une IA. Donc voilà, on commence à avoir notre Auslander House à nous, mon cher Jonathan Il y a Sturel. pas il y a pas une version où Mila a chanté, les paroles par-dessus? Je crois? Alors Mila, pouvez me rappeler qui c'est pas la lesbienne islamophobe? Oui? D'accord, bah, peut-être, moi je connais pas sa voix, donc je pourrais pas forcément dire. C'est En tout cas, probable. c'est bon, c'est très bien que cette chanson, fasse, le buzz comme on dit aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut être présent sur tous les terrains. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'on aille les chercher aussi. C'est pour ça les gens qui dans nos milieux sont sur TikTok, font des vidéos sur TikTok, et cetera, bon, bah, moi, on me verra jamais sur TikTok, mais je sais très bien qu'il y a énormément de jeunes, ils sont tous sur TikTok, donc il faut aller les chercher où ils sont et ils sont sur TikTok, donc c'est très bien et ce genre de chansons, qui fait le buzz, qui est à fois c'est à la fois un petit peu honteux d'écouter ça parce qu'on a l'impression de flirter avec le petit frisson, mais en même temps, c'est drôle, c'est joyeux, c'est festif et cetera. Bah, il faut aller aussi chercher, tout le monde et montrer que nos idées, c'est pas juste, des skinheads en bombers qui collent des affiches, quoi et qu'on est présent partout et il faut aller, bah, séduire les jeunes. De toute façon, la politique, c'est une opération de séduction permanente. Donc je suis tout à fait, content que cette chanson, qui, connaisse le succès qu'elle est en train de connaître actuellement, ça va permettre, c'est de la métapolitique en réalité, ça va permettre de débrider encore un peu plus, les jeunes sur le côté, enfin ne surtout pas les culpabiliser sur, leur vote, quoi. Voilà. Excusez-moi, mon micro s'est pas
Oui, tout à fait, vous avez bien raison. D'ailleurs, c'est pour ça que le Parti de la France, est sur TikTok. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas à suivre le Parti de la France. On a quand même des statistiques pas dégueulasses, hein. On a dépassé, je crois, les 110 000 pouces bleus et on a cumulé, presque 3 millions de vues. Donc c'est pas du tout, petit, c'est pas du tout dégueulasse et effectivement, ce sont des plateformes, je vais pas dire qu'elles sont extrêmement faciles, de submerger ces plateformes, d'émerger sur ces plateformes. Mais bah, je remarque que les statistiques sur TikTok ne sont plus du tout les mêmes que sur YouTube. J'ai envie de dire 10 000 vues sur TikTok, c'est un bide, 10 000 vues sur Ah oui. YouTube, c'est quelque chose de très correct. Donc Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a une métamorphose au niveau des réseaux sociaux. Par exemple, typiquement Facebook, bon, moi, je vais plus vraiment sur Facebook, mais quand je pense que j'ai passé des années sur Facebook et que j'avais beaucoup d'audience sur Facebook avant d'être limité après par les algorithmes, au moment du Covid et un petit peu après. Mais quand je faisais 300 ou 400 pouces, c'était déjà un énorme buzz pour Facebook à l'époque. Alors que maintenant sur X, il peut m'arriver de faire des millions, et cetera. C'est sans commune mesure, en fait. Vraiment Facebook, c'est un réseau social qui est vraiment complètement fermé maintenant. YouTube, ça continue d'avoir son potentiel, mais enfin, j'ai vraiment l'impression que pour aller chercher les jeunes, c'est maintenant il faut aller sur TikTok, hein. Ouais, totalement, totalement, je suis d'accord. Je suis d'accord et YouTube et Facebook commencent à mourir un petit peu. C'est factuel, Facebook est même, complètement sur le déclin. D'ailleurs, je me suis fait cette réflexion l'autre jour parce que je n'ai pas du tout lissé mon contenu, je n'ai pas du tout lissé ma manière d'écrire et là où avant sur Facebook, je me prenais des sanctions très lourdes tous les mois, à savoir ne pas avoir le droit d'utiliser l'application tout simplement, et ben, ça fait quand même plus d'un an que je n'ai pas eu une seule sanction. C'est pour dire à quel point il y a plus personne parce que s'ils sanctionnent les dernières personnes qui restent, oui, effectivement, il y a plus d'activité. Donc je n'ai pas pris une seule sanction malgré les mots interdits, malgré tout ce que vous voulez, alors qu'avant je m'en Sur prenais Twitter? tout le temps. Facebook, Sur Facebook. Twitter? Ah, Facebook, oui, bah, Facebook, oui. Ah d'accord, d'accord. Oui, avant je me prenais tout le temps des sanctions, je pouvais pas utiliser, je pouvais peut-être l'utiliser un jour par mois, mais depuis un an, j'ai pas pris une seule sanction alors que je ne suis pas lycée, je ne fais pas forcément attention aux mots interdits et cetera, mais juste je prends plus de sanctions. Donc ça prouve à quel point Facebook est en perte d'activité, hein, tout simplement. Ouais, Et sur Twitter, d'accord, mais c'est j'ai pas intéressant de le essayé savoir. oui, c'est vrai que c'est assez cool. Mais j'ai pas essayé d'émerger la plateforme, Twitter. J'avais essayé de faire un compte fut un temps, mais le principe de Twitter est tellement déroutant et différent par rapport à Facebook, que je me suis pas trop pris au jeu. J'ai pas trouvé ça je me suis pas beaucoup amusé sur Twitter, donc je suis pas resté très longtemps. J'ai dû rester même pas un mois, à Bah, peu près un mois. pourtant de l'avis de tout le monde, y compris des journalistes, de la place parisienne, lorsque les journalistes, hein, y compris, de BFM, CNews et cetera, leur premier réflexe quand ils quittent le studio, c'est encore d'aller sur Twitter, quoi. C'est vraiment l'endroit où il faut être, Twitter, si l'on veut faire diffuser des idées qui ont une chance, de tomber jusqu'aux oreilles de responsables politiques de premier plan et en plus, on peut interagir avec eux directement. Il y a pas de filtre en réalité, moi, il m'arrive de commenter sous des publications de responsables politiques, de journalistes et cetera. Vous parliez d'Apathy tout à l'heure. Jean-Michel Apathy est venu me parler en messagerie privée à la suite d'un billet que j'avais fait sur lui. Il voulait qu'on s'appelle au téléphone pour, lever les ambiguïtés, je ne sais pas en fait, finalement ça s'est pas encore fait, mais c'était imaginable avant les réseaux sociaux et je pense que c'est imaginable, encore sur TikTok ou sur YouTube. Donc en fait, c'est vraiment un endroit où lorsque l'on veut être influent alors évidemment, il y a un effet de vase clos sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter aussi évidemment, le monde sur Twitter n'est pas exactement le monde réel. Il y a des effets, des loupes grossissantes partout. Mais si l'on veut diffuser des idées et avoir une chance de les faire lire et de les faire connaître, de les faire voir et de les faire arriver jusque dans le champ visuel et intellectuel des gens qui sont des décideurs, des politiques, des journalistes, des gens influents et cetera, c'est vraiment, je pense, sur Twitter que ça se passe, hein. Effectivement. D'ailleurs, je crois savoir que Thomas Joly est très actif sur Twitter, et d'ailleurs, pas mal de ses tweets fonctionnent très, très bien et c'est une Oui. plateforme que lui a réussi à maîtriser, je trouve, bien qu'il ait eu beaucoup de bannissements. Je sais pas combien c'est je sais pas si ça doit être son quatrième ou cinquième compte, un truc comme ça, mais il a eu beaucoup de bannissements dans l'histoire de son parcours sur Twitter et j'espère que vous aurez un entretien téléphonique agréable avec, Jean-Michel Apathy. La dernière Oui, actualité oui. que je Je peux vous dire une chose sur Jean-Michel Apathy, qui est quand même très agressif, arrogant, hautain dans ses tweets publics. Mais, lorsqu'il est venu me parler en messagerie privée, il a été un modèle de courtoisie et de gentillesse. Donc, c'est vraiment Docteur Jekyll et Mister Hyde. En public,
Je pense qu'il est quand même, soucieux d'être à la hauteur de son image de rebelle à fort accent et cetera. Mais en privé, ça devient une espèce de petite crème inoffensive. Ça ne m'étonne pas vraiment, pour être honnête. Ça ne m'étonne pas vraiment. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est du show, hein, c'est du spectacle. Il est appelé, Mais oui, comment je pourrais dire? bien sûr. Il est appelé pour un numéro quand il est sur un plateau Ah télé. oui, Et il joue pour numéro, c'est exactement. logique. Tout à fait. Ouais. La dernière actualité que j'ai, c'est sur les États-Unis. Et oui, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden, c'est je vais pas dire ramasser, parce que le mot serait beaucoup trop faible, mais il s'est ridiculisé au point même que les médias démocrates et ses propres soutiens disent qu'effectivement il a peut-être un peu raté le débat, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Joe Biden a quand même une Oui. santé mentale qui est très dégradante, qui est très inquiétante, même pour lui, même d'un point de vue charité chrétienne, on devrait arrêter de lui demander de faire des choses, on devrait arrêter de le forcer à se présenter. Je sais que c'est une marionnette, mais quand même là c'est un niveau stratosphérique. Rappelons, alors ce propos ne va engager que moi et pas le Parti de la France, parce que je veux pas impliquer le Parti de la France là-dedans, mais selon moi, il y a beaucoup plus de fraude électorale aux États-Unis qu'en France. Donc par conséquent, on n'est pas à l'abri que Joe Biden gagne quand même miraculeusement les élections, mais là, médiatiquement, et même sur le plan de l'opinion publique, Donald Trump en train d'écraser, comme il n'a jamais écrasé personne, Joe Biden. Mmh. Vous pensez effectivement que Donald Trump peut avoir les moyens d'être réélu cette année? Honnêtement, ça paraît compliqué de faire réélire Biden parce qu'en fait Biden est sénile et puis tout le monde le sait et puis c'est apparu, d'autant plus évidemment avec le débat dont vous parlez qui a eu lieu donc, hier soir, je pense, aux États-Unis. Faire réélire Biden, je pense pas. Honnêtement, je vois vraiment pas comment Biden même pourrait ne serait-ce qu'envisager de se représenter. Mais pour l'instant, le camp démocrate est obligé de faire croire que oui, parce qu'en fait, ils ont absolument personne d'autre. Le camp démocrate n'a personne à mettre en avant qui soit capable d'avoir l'envergure de se présenter, à la magistrature suprême, exactement comme Macron n'a aucun successeur en réalité, quoi. C Le niveau des successeurs de Macron, c'est quoi? C'est Édouard Philippe? Bah, il lui a mis un couteau dans le dos, donc c'est Gabriel Attal, voilà, c'est tout ce qu'il y a, mais c'est rien, ça vaut absolument rien. Les démocrates sont dans une situation compliquée où ils ont tellement aussi polarisé, le débat et polarisé les conflits qu'ils n'ont plus personne, enfin ils auront quelqu'un, mais de charismatique, de suffisamment connu, d'être capable d'émerger là donc en seulement quelques mois, parce qu'on arrive quand même, très, très proche, on se rapproche vraiment de l'élection. Alors que Trump, bon, bah, maintenant il est connu et cetera. Il a l'air de survoler toutes les intempéries judiciaires qui lui tombent dessus. Je pense qu'une grosse partie, c'est ce qui ressortait d'une enquête ou d'un article que j'ai vu, mais je pourrais plus vous donner la référence, qui avait été traduit en français, mais qui est un article anglo-saxon, qui dit que les Américains qui avaient l'intention de voter Trump voteront Trump. Le système aura beau s'acharner sur lui et lui multiplier les procès contre lui et cetera, ça ne modifiera jamais leur vote. Donc il a sa base qui est acquise, plus, le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui, en conscience, ne pourront pas revoter pour Biden. Je pense vraiment que Trump a un boulevard pour gagner maintenant. D'abord, il est seul, il a une momie en face de lui, une momie qui va peut-être même mourir avant l'élection, avant l'échéance et surtout, l'état mental effectivement de Biden fait que ça va quand même être compliqué. Comment il va soutenir le niveau de pression des prochains débats, les prochaines sorties officielles, les meetings et cetera? Comment on peut s'imaginer que cet homme déjà sénile, qui a plus de 80 ans, va pouvoir supporter une telle pression? Alors qu'à côté de ça, par contraste, Trump paraît totalement fringant, débordant d'énergie, ayant, la pleine possession de toutes ses facultés intellectuelles et d'ailleurs dans le débat d'hier, vous savez le débat, moi je pense qu'un débat ne sert à rien en réalité, et que les gens qui participent au débat ne le font que pour réussir à placer une ou 2 petites punchlines qui vont être prises sur les réseaux sociaux le lendemain et cetera. En et capable de crucifier l'adversaire avec une réplique ou une phrase assassine. Hier, je pense que Trump a crucifié, en fait, Biden à un moment en particulier où Biden essaie de développer une idée, une phrase. Comme c'est Biden, il s'en mêle les pinceaux, il mange les mots, il termine pas les mots, il termine pas on comprend rien de ce qu'il dit. Il termine son propos et le présentateur dit, «Me président Trump, qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, Trump a la réponse parfaite, l'attitude parfaite, le roulement d'yeux parfait où il dit: «Écoutez,
je sais même pas ce qu'il a dit à la fin de sa phrase et je pense que lui-même ne le sait même pas et cette phrase, je pense que c'est le enfin, c'est l'assassinat en direct le plus efficace que j'ai vu de ma vie, en fait. Parce que tout est là, en fait, la scénographie, la façon que Trump a eu de poser ses mots à la microseconde près, le choix des mots, la façon de les prononcer, le roulement d'yeux qui regarde en l'air en même temps, où il dit: «Bah, j écoutez, j'ai même pas compris ce qu'il disait, en fait» et je crois que lui, il n'a même pas compris. Je pense que je pense que cette phrase a fait perdre Biden, quoi, tout simplement. C'est fini pour Biden, enfin, Biden est fini, comme Macron est fini. C'est une page se tourne, hein, vraiment le monde, politique tel qu'on le connaît depuis un certain nombre d'années, il y a une page qui se tourne, quoi. Macron est fini, un certain nombre de ses alliés à l'échelle européenne sont finis, Biden est fini, on va entrer dans une ère qui va vraiment devenir intéressante. Donc imaginez une victoire du RN, potentiellement une victoire de Marine Le Pen en 2027, entre-temps avec une réélection de Donald Trump et cetera, on va être sur un alignement de planètes qui fait que les choses politiques à l'échelle mondiale vont commencer à devenir très, très intéressantes à observer. Ah effectivement et on a hâte justement de voir ce que cela va, donner et je crois savoir que même si les élections, si je ne dis pas de bêtises, sont en novembre, c'est pas comme en France où dès qu'il y a l'élection, le président rentre en fonction. Il y a quelques mois d'écart en différé Oui, et donc il faudra attendre, je crois, fin janvier, 20 janvier, si je dis pas de bêtises, oui, que Trump soit en fonction. Donc il y a une possibilité, pas impossible vu l'état de santé de Joe Biden, qu'effectivement il se fasse qu'il meure entre le moment, où les élections sont faites et le moment où il doit, laisser le pouvoir. Donc à voir ce que ça va donner. Et concernant justement, mon cher Jonathan Sturel, je vous ai présenté au début comme le directeur de la délégation des siècles et j'aurais aimé vous offrir effectivement cet instant de promotion, d'autopromotion. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos futurs projets littéraires? oui, alors c'est vraiment compliqué la délégation des siècles en ce moment parce que j'ai eu à faire d'autres choses ces derniers mois, presque cette dernière année, qui font que j'avais mis ça un peu entre parenthèses. Mais il y a des choses nouvelles qui vont arriver. J'en parlerai en temps parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, je me fais piéger par cette question quand on me la pose. Il y a des choses qui sont prévues, mais il y a toujours un imprévu qui fait que la chose prévue, finalement, n'arrive pas et on m'envoie des messages pour me dire: «Ah, j'avais entendu parler de ce» donc en fait, je dis plus rien maintenant. Je dis juste que, des choses vont arriver, et une chose en particulier plus énorme que les autres, vont arriver. Mais pour le moment, je faut pas avoir d'attente, dans les semaines qui viennent, j'entends, hein. Faut pas avoir d'attente, démesurée vis-à-vis de la délégation des siècles. Ça reviendra quand, je pourrai m'y remettre, mais pour le moment, c'est pas en suspens, hein. Tous les livres sont là, le site existe, tout le monde peut commander tout ce qu'il veut, mais quand, les choses, reprendront un rythme, sérieux, j'en reparlerai à ce moment-là. Oh très, très, très bien donc Par contre wait par and contre par see, contre warten par und sehen. contre Allez-y. Par contre, alors rien à voir avec la délégation des siècles, mais il y a un livre que j'ai lu récemment, dont je parle régulièrement sur mes réseaux sociaux. C'est le dernier roman de notre camarade Romain Guérin qui s'appelle Le Grand Soulèvement, qui est une pépite absolue. Donc, les gens qui nous écoutent, pour l'instant, vous occupez pas de la délégation des siècles. Si vous voulez investir intelligemment 16 €, c'est le prix du livre. Achetez Le Grand Soulèvement de Romain Guérin. Je vous certifie qu'on est sur du haut niveau. Il faut vraiment y aller. D'abord, il faut soutenir les gens de chez nous qui écrivent, parce que ça fait trop longtemps qu'on étouffe nos auteurs et nos artistes, ça, c'est pas normal. Et en plus de ça, il nous a vraiment fait quelque chose là, Romain Guérin, oh, il a mis la barre, vraiment très, très haut. C'est un roman d'une immense qualité, vraiment, Le Grand Soulèvement, Romain Guérin, allez-y, hein, allez-y aveuglément. Aveuglément, mais enfin, il faudra quand même rouvrir les yeux pour le lire parce qu'il mérite vraiment d'être lu. Ah, il faut peut-être en faire une version en braille. Trêve de plaisanterie, ne soyons pas des boomers à faire des jeux de mots. Mais globalement, oui, Le Grand Soulèvement, j'ai même vu qu'il faisait partie des top ventes, Amazon Livres à un moment. Enfin, il a beaucoup marché et s'il a beaucoup marché comme beaucoup de livres de Romain Guérin, hein, on rappelle, son livre justement, sur, Jeanne d'Arc et c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il écrit il a une très belle plume et qu'il défend vraiment nos idées. Donc oui, Romain Guérin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Oui, C'était ah oui, le journal d'Anne France qui avait bien le marché. journal C'était d'Anne celui-là, je France, oui. crois. C'était Oui, celui-là qui avait bien marché, ouais, ouais. oui, oui. Donc oui, oui, allez-y les yeux fermés.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jonathan. J'ai été ravi d'animer cette émission à vos côtés. Vous avez répondu brillamment à mes questions et je pense même que vous avez répondu avec grande précision à toutes les questions que je vous ai posées. Les auditeurs sont, je pense, ravis. Il y aura bien évidemment un lien, si vous le souhaitez, vers la délégation des siècles en description. Et je vous invite, chers auditeurs, à parler de l'émission autour de vous, bien évidemment. Et moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau forum du Parti de la France, le forum de l'entre-deux-tours. Bonne fin de Eh semaine tout le bien, monde. merci pour l'invitation et allez voter un dimanche. Et oui, allez voter pour le candidat le plus à droite possible. Je rappelle que c'est la consigne, j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est la préconisation du Parti de la France. Oui, merci, hein. Bonne soirée.